Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam. Nous sommes de retour pour une nouvelle édition, nouvelle émission, nouvelle matinée. Nous allons bien entendu entendre et accueillir avec beaucoup de bonheur les différents invités. Ce sont 4 femmes aujourd'hui dont nous allons découvrir les histoires, les passions, les savoir-faire, les engagements. Ils sont nombreux en diaspora et notamment aussi ceux qui viennent du continent africain, de passage à Paris, qui viennent parler de leurs actualités, nous raconter leurs histoires à travers leur savoir-vivre, leurs expériences, leurs échecs, leurs réussites. On a beaucoup de choses à vivre et à découvrir ensemble, des histoires passionnantes, des histoires qui racontent leur réalité sur le terrain. Ils viennent du monde associatif, du monde culturel. Ils sont artistes, ils sont polyvalents et ils ont plein de talents à revendre. Donc, on en parle tout au long de ces 2 heures, vous le savez, dans cette émission. Les bons plans, de temps en temps, les buzz du moment sur les réseaux sociaux. Ce sont toutes ces thématiques que nous abordons dans les matins d'Aïssa. C'est du lundi au vendredi, de 10h à midi, heure de Paris, 8h, 10h en temps universel, Espace TV Europe. Le lien de la diaspora disponible sur Free, sur le canal 440, sur Orange, canal 589, sur Bouygues 721. Vous nous retrouvez également sur la chaîne YouTube de Calac et sur la chaîne YouTube d'Espace TV, notamment Guinée et d'autres réseaux très bientôt. Merci de nous rejoindre et nous accueillerons tout à l'heure une véritable esthète, une véritable artiste devenue figure incontournable à l'international de la mise en valeur du cheveu afro. Elle est avant-gardiste. Nous accueillerons Muriel Kabil qui va nous parler de son actualité. On la surnomme Édouard aux mains d'argent. Moi, je dirais Muriel aux mains d'or. Elle révolutionne et dépoussière les codes de l'art capillaire et à travers le monde des expositions, le Festival de Cannes. Elle a notamment dernièrement coiffé les Miss France. Nous parlerons de son actualité à travers un événement qui va célébrer le cheveu afro. Ça va se tenir les 23 et 24 novembre prochains à Lyon. Alors l'événement s'appelle Afro Award Excellence. On en parlera tout à l'heure avec Muriel Kabil. De passage à Paris, en provenance de Nantes, Idé Roro de Maga sera avec nous tout à l'heure. Elle est aussi multipotentielle, elle est chef de projet événementiel. Elle nous parlera de son actualité puisqu'elle organise tout plein d'événements, dont un salon littéraire à Nantes où elle est installée depuis de nombreuses années. Et elle organise Afrip, donc qui révolutionne la deuxième main afro. Elle organise en fait des vide dressing itinérants sur le continent africain, à Nantes, à Paris également, puisque ces dernières années, il y a un véritable engouement pour cette nouvelle manière de consommer, vide dressing afro, à découvrir tout à l'heure. Nous accueillerons également Kumba Dials Events. C'est une agence événementielle qu'elle porte à bout de bras et qui répond à toutes vos envies festives. Donc, elle propose des prestations qui s'adressent aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités avec différentes prestations et formules. Elle est dynamique, ambitieuse et viendra aussi nous raconter son histoire. Dans un instant, nous allons parler associatif, nous allons parler de nos enfants, de l'avenir de l'humanité. Raissa Bindia est de passage à Paris. Elle est à la tête d'une ONG, Kédougou Children, qui agit dans la région de Kédougou au Sénégal, une ONG créée en 2022. Elle a tout plein d'ambition, une passion pour les enfants et leur bien-être. On en parle dans quelques minutes avec elle. Elle est déjà installée sur le plateau d'Espace TV Europe. Bienvenue dans les matins d'Aïssa. On commence en musique et on se retrouve dans un instant avec notre première invitée. Les matins d'Aïssa sur Espace. Elle est arrivée sur le plateau d'Africa Radio, de Espace TV Europe, et ça fait un moment déjà, Raissa Bindia. Merci d'avoir fait le détour et d'être venue nous parler, puisque vous venez du Sénégal. Vous êtes depuis quelques jours à Paris. Vous nous expliquerez dans quel cadre dans un instant. Vous êtes à la tête d'une ONG, Kédougou Children, que vous avez créée en 2022. Vous êtes une
passionné du bien-être des enfants défavorisés. En fait, vous avez toujours œuvré dans le social, vous nous raconterez tout à l'heure. Alors, c'est une association humanitaire dédiée à apporter la lumière et l'espoir aux enfants vulnérables de Kédougou, les enfants en difficulté, y compris en situation de handicap. Donc, alors, dans quel cadre vous êtes de passage à Paris? Bonjour, est-ce que vous allez bien, Raïssa Bindia? Bonjour Aïssa. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être là. Merci. Et me donner cette opportunité de parler de cette association qui me tient énormément à cœur. Alors, cette association que vous avez lancée en 2022, alors racontez-nous un peu la genèse. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place Kédougou Children? Déjà, Kédougou Children est une association à vocation humanitaire. Ouais. Que nous avons mis en place depuis 2022 pour soutenir les enfants en situation difficile, y compris les enfants en situation de handicap. Ouais. Je viens d'une région très pauvre, une région qui est loin de la capitale Enclavée. sénégalaise. Oui, une région enclavée, mais également une région très pauvre. Ouais. Très pauvre, qui est très loin de la capitale sénégalaise, Dakar. Et nous nous trouvons à 720 km de la capitale sénégalaise. D'accord. Donc, cette région aurifère, mais paradoxalement pauvre, où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études. Et mon attachement remonte depuis mon enfance Ouais. à cette couche vulnérable. Parce qu'on était là, on voyait tout. Nous, on avait, par exemple, la chance d'avoir beaucoup de choses avec nos parents, mais Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de choses avec nos parents? c'est-à-dire dans l'éducation, par exemple. D'accord. Dans l'éducation, nous avons eu la chance, chaque année scolaire, nous avons des kits scolaires. Nous Ouais. n'avons pas eu ce problème-là. Ouais. Parce que vos parents avaient des moyens. Avaient des moyens, bon, oui, avaient des moyens. Par exemple, moi, mon papa était enseignant. D'accord. Donc, j'avais tout le temps des kits scolaires. Ouais. Je n'avais pas ce souci-là. L'importance de l'éducation. De l'éducation. Donc, et je voyais à côté des amis qui n'en ont pas, qui ont un seul cahier et qui parfois mettaient leur cahier dans les sacs d'oignons. Et moi, j'avais par exemple un sac à dos. Ouais. Donc, tout le temps, je me disais, parce que l'enfant pose tout le temps la question, le pourquoi. Pourquoi moi et pourquoi pas l'autre? Pourquoi j'ai ça, pourquoi l'autre n'a pas ça? Et depuis... Et malgré vous étiez de l'autre côté, vous avez vécu tout cela comme un peu d'injustice, en fait. Ah oui, quand même. Quand même. Il y a beaucoup d'injustices sociales dans nos régions. Ouais. Donc, c'est depuis lors, naturellement, je me suis attachée à cette couche. Mais après, quand j'ai eu le baccalauréat, j'ai dit, bah, maintenant, il faut que je me batte quand même pour cette couche-là. Je suis venue à Dakar, j'ai fait mes études. Je me rappelle ma première... Dans quel domaine? Par exemple, ma première action humanitaire, Ouais. je disais, mais attends, à Kédougou, je vois que les prisonniers n'ont pas les mêmes chances. Je ne défends pas les prisonniers, Ouais. mais je dis, n'ont pas les mêmes chances. En fait, Voilà, c'est humain. Je ne les défends pas, mais je dis, mais écoutez, les prisonniers à Kédougou sont très fatigués. Est-ce qu'ils ont ça? Est-ce qu'ils ont ça? J'ai dit, mais écoutez, je vais aller voir, en fait, le directeur de la prison. De la prison. Je suis allée le rencontrer, naturellement. Je lui ai posé les questions. J'ai dit, mais écoutez, monsieur le directeur, les prisonniers, ils ont besoin de quoi? Est-ce qu'ils sont bien? Après, je me rappelle, il a tellement rigolé parce que c'était la première fois, c'était normal qu'une jeune fille, en plus, ça remonte de 6 ans, 7 ans. Donc, j'étais encore gamine. Je dis, mais elle est audacieuse. Après, on en a discuté. Elle m'a dit, bon, les matelas, si on en a, ça pourrait les arranger. Parfois, ils s'ennuient parce qu'ils n'ont pas de jeu, ils n'ont rien. Voilà. Donc, la journée est très longue pour eux parce qu'ils n'ont pas ça, parce qu'ils n'ont pas ça. Je dis, bah d'accord. Je suis allée sur mes réseaux, j'ai posté, j'ai dit, aidez-moi à soutenir ces prisonniers. Aidez-moi à soutenir les détenus de Kédougou. Quel accueil a eu justement cette bouteille à la mer que vous avez lancée sur les réseaux sociaux? Ça va, les gens ont soutenu. Les gens ont soutenu, je ne m'y attendais pas. Des 1000 francs, symboliquement, 2000 francs CFA, 3000 francs CFA. Donc, les gens ont soutenu. Et j'étais tellement contente. Je suis allée payer les matelas, les jouets, beaucoup de jouets. Et je suis venue avec mon entourage. J'ai dit à mon entourage, mais écoutez, accompagnez-moi, on va y aller. Et ce jour-là, j'étais là avec le directeur.
Et il a fait sortir les prisonniers. Ah, c'était une expérience inoubliable. Et ça a été le début de quelque chose pour vous? Ah oui, ça a lancé, ça a tout lancé. Ça a ouvert les champs des possibles et vous vous êtes dit, c'est possible en fait? Ah oui. Quand j'ai vu les prisonniers devant moi, des prisonniers que je reconnais, qui sont dans mon quartier. Ah, j'ai dit, ah non, là, il faut que je me lance. Ça, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Donc, quand je leur ai donné ça, ils ont prié pour moi, en fait. Ils étaient contents. Et parfois même, dans la ville à Kédougou, je les rencontre. Ils prient toujours pour moi. Et c'est là que, voilà, le social, je suis attachée au social. Et c'est là que j'ai commencé mes actions humanitaires. Alors moi, j'aime beaucoup les anecdotes puisque ça me permet de comprendre beaucoup de choses, de vous comprendre, puisque vous considérez que le sourire d'un enfant vaut de l'or et qu'il contribue justement à construire l'adulte qu'il sera demain. Donc le fait d'avoir peut-être... avoir été aider ces personnes en prison, ça veut peut-être dire construisons les enfants d'aujourd'hui, on leur donne de l'amour, on essaye de subvenir à leurs besoins pour qu'ils évitent justement ces voies et de se retrouver dans quelques années ou plus tard en prison, c'est ça? Mais c'est ça. D'où aujourd'hui, nous avons divers programmes avec l'association Kédougou Children, tels que le kit scolaire. Ouais. Donc, chaque année, à la rentrée scolaire, nous faisons le tour des villages les plus reculés de ma région pour aller remettre des kits scolaires. Au moins, si l'enfant du président, du ministre, du député, d'un ingénieur a la chance d'avoir des kits scolaires et un sac à dos, que l'enfant du paysan, l'enfant de l'agriculteur, l'enfant, etc., ait les mêmes chances à l'école avec ces enfants-là des boss. Donc, c'est pourquoi nous avons amené le programme Kits scolaire. Donc, tous les ans, chaque année, nous allons dans les villages les plus reculés où nous distribuons des centaines de kits scolaires. Ouais. Nous avons aussi le programme Noël pour les enfants. Ouais. Noël pour les enfants, je prends tout le temps l'exemple, par exemple, de ma fille. Je dis peut-être que son papa a la chance ou bien a les moyens de lui offrir des cadeaux. Mais les autres, Noël, c'est la fête pour les enfants. Ils n'en ont pas. C'est une fête chrétienne, Kédougou, c'est une région oui, ancrée plus dans l'islam où il y a... dites-nous un petit peu... Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. C'est comme le Sénégal. D'accord. Mais après, la fête de Noël est devenue maintenant la fête de tous les enfants. Ouais. C'est pas seulement la fête des catholiques, mais c'est la fête de tous les enfants du monde entier. On ne reconnaît même pas qui est chrétien, qui est musulman. Plus pour la symbolique, en fait. Voilà. Ouais. Donc, j'ai dit, mais écoutez, nous allons également initier Noël pour les enfants, où les gens donnent beaucoup de jouets. Ouais. Nous lançons sur nos réseaux sociaux. Ouais. Et les gens donnent beaucoup de jouets aux enfants. Et nous allons dans les villages, nous offrons aux enfants, nous partageons un moment très fort avec eux. Ouais. Ils sont contents quand ils ont leurs jouets. Parfois, ils viennent sans chaussures, sans... Bon, c'est compliqué parfois. Mais quand ils reçoivent leurs jouets, mais c'est comme ils étaient les plus heureux. Donc, ils ne demandent pas beaucoup. Ils demandent juste, d'être considérés, en fait, d'être considérés. Et qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez jaillir comme ça un sourire sur le visage d'un enfant à qui vous avez distribué quelque chose? Au moment d'émotion, tout le temps, quand je fais des activités, ça me fait pleurer. Les gens ne comprennent pas pourquoi je pleure. Moi-même, je comprends pas. Vous vous nourrissez de ça, en fait, c'est ça? Comment? Vous vous nourrissez de... Oui. En fait, j'aime aider, naturellement. J'aime voir une personne heureuse. Surtout quand ce sont les enfants de chez nous qui ont droit à ça, en fait. C'est leur droit. Mais ils n'en ont pas. Donc, une personne comme moi, issue de cette région, et je viens leur tendre la main avec peu que j'ai, des personnes de bonne volonté, c'est vrai, ce sont ces personnes-là qui soutiennent derrière. Après, moi, j'ai juste l'idée. Mais après, il y a le soutien qui est là. Donc, ils se sentent en sécurité. Ils se sentent considérés, en fait. Voilà. Ils ne demandent que ça. Après, nous avons aussi la Tabaski des enfants, l'Aïd. D'accord. Une fête extrêmement importante. Ouais. Oui, pour cette communauté, pour la communauté musulmane. Donc, par exemple, à mon retour, je vais préparer la Tabaski pour les enfants. En fait, où je paye des habits. Ouais. Je paye des habits pour ces enfants-là qui en ont besoin, orphelins de père et de mère,
orphelins de père ou de mère, personnes en situation de handicap et personnes en situation difficile. Donc, nous avons des critères. Nous sélectionnons 100, 200, 300, c'est en fonction de nos moyens. Et nous allons dans les villages, nous faisons des sélections. Et voilà, ils ont leurs habits. Ils sont très contents. Et après là, ils s'habillent comme tout le monde. Après, il n'y a pas de distinction. Ah oui, après, ils sont super contents. Il suffit juste de faire un peu d'effort. Et là, ils sont super contents. Parce que ce sont les événements qui sont incontournables dans nos sociétés où les personnes font la fête, s'habillent, c'est important, etc. Alors, au-delà de ces distributions de dons dont vous nous parlez, vous êtes engagé également pour l'inscription des enfants à l'école, lutter contre les problématiques telles que l'abandon des filles, les mariages précoces et la traite sexuelle des enfants, la santé des enfants également. Vous nous racontez également toutes ces actions ? Oui, bien sûr. On se bat au quotidien. On se bat au quotidien vraiment pour l'égalité sociale. Ouais. Et pour la santé, en 2024, nous avons quand même franchi une étape très importante. Parce que je me rappelle, avec le petit David qui avait la fente labiopalatine, qu'est-ce que c'est ? Une malformation au niveau de la bouche et du nez. Donc, il avait la fente labio. Donc, quand j'ai vu une annonce de chirurgie à Kaffrine, donc je n'ai pas hésité. J'ai mis sur mes réseaux. Les gens m'ont tellement parlé de ce petit David, il faut que tu l'aides, il faut que tu l'aides. Parce qu'il arrivait à un moment donné où le petit David, il a 2 ans. Il a 2 ans. Mais quand il buvait du lait, le nez ressortait par le lait. Il ne pouvait que boire du nez, le nez. Et il ne pouvait boire que de l'eau. De l'eau, tout ce qui est liquide. Et ça ressortait par le nez. Et c'était compliqué pour lui. Donc, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait que boire, et ça ressortait par le nez. Donc, cet enfant, il fallait l'aider. Et donc, j'ai lancé sur mes réseaux. J'ai rencontré le docteur qui m'a soutenu. J'ai dit, d'accord, je vais l'amener à Kaffrine. C'est comme ça, nous l'avons opéré. Oui, il s'est fait opérer à Kaffrine. Et là, il va bien. Et de retour il est retourné à Kédougou. Il est retourné à Kédougou. Vous l'avez vu ? Oui, j'étais avec lui à Kaffrine. Je suis allée le voir, le rencontrer avec sa maman. J'étais là, je l'ai pris. J'ai eu un entretien avec les médecins. Je suis allée voir le petit David. Et j'étais heureuse. L'équipe était contente. Et puis c'est ça, le petit aussi était content. Donc, je pense que c'est l'essentiel. Après, nous avons aussi une jeune fille qui a 12 ans, qui est atteinte d'un cancer du sang. Où pour le traitement, il faut 3 ans. Donc, cette fille, quand on me l'a signalée, je me suis battue sur les réseaux sociaux. Des personnes de bonne volonté ont soutenu. Et l'enfant a continué son traitement à Dakar, dans un hôpital de Dakar. Donc là, grâce à l'aide qui lui a été apportée. Oui, après, il y a des ONG aussi qui m'ont soutenu. Qui m'ont soutenu. Mais là, il faut encore 3 ans. On est à la 2e année, donc il faut encore 2 ans pour finir le traitement s'il n'y a pas de complications entre-temps. Et voilà, elle va enfin partir à l'école. Comme il y a une fille de 16 ans qui avait une tumeur à la tête. Ouais. Donc, elle est venue, on s'est battu, on a lancé sur nos réseaux, les gens ont soutenu. Elle a été opérée à Dakar. Et là, elle est à l'école. Elle a repris l'école. Donc, on se bat au quotidien. On ne peut pas faire pour tout le monde parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Mais à chaque fois qu'on peut, on essaye quand même d'utiliser notre plateforme pour soutenir ces enfants dans le besoin. Ce sont des belles histoires et justement, vous êtes parti d'un constat que nous vivons dans un monde où l'individualisme est souvent la norme. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont concernées, qui sont touchées, surtout lorsque ces personnes vivent ces situations, qui vivent par exemple dans des situations avec des enfants en situation de handicap ou des personnes qui sont passées justement par ces trajectoires, qui ont vu cette pauvreté, qui ont vu cette misère et qui la comprennent un petit peu mieux. Oui, il y en a. Il y en a des gens qui soutiennent, mais après, c'est pas évident. Surtout, c'est pas évident. C'est pas évident de chercher après des moyens financiers derrière pour que les personnes soutiennent. Il y en a toujours qui sont sensibles à la cause, mais nous nous battons. Après, moi, je dis qu'il faut qu'on ait des résultats.
Ouais. Après, les résultats vont parler eux-mêmes et les gens viendront naturellement soutenir. Alors, Donc, pour un début, c'est difficile. Ça ne va pas le faire. On va se battre, on va demander. Mais après, tant que les gens verront qu'il y a un impact social, les gens viendront d'eux-mêmes, en fait. Et quand on voit un enfant sauvé, c'est vrai que là, les histoires que vous venez de raconter, elles sont tellement émouvantes que lorsqu'on voit un enfant sauvé, parce que ce petit garçon David dont vous avez parlé, s'il n'avait pas été secouru, peut-être qu'il serait plus là aujourd'hui. Ah Donc, oui, bravo en tout cas pour toutes ces histoires que vous nous avez racontées et votre engagement. Vous envisagez la création d'un centre d'accueil pour les enfants. C'est quoi dans les projections, dans combien de temps? Oui, à moyen long terme, quand même, nous prions. Là, j'avais dit, d'ici 5 ans, quand même, nous voulons mettre en place la maison de l'avenir. La maison de l'avenir à Kédougou, pour tous ces enfants qui souffrent dans les maisons. Et je vous dis, qui souffrent dans les maisons. Qui souffrent dans les maisons. Ah oui, parce qu'il y a des parents qui ont honte ou qui ont peur d'être stigmatisés et qui gardent toujours les enfants à la maison. J'en ai tellement vu. Les enfants en situation de handicap? En situation surtout de handicap, qui les gardent dans les maisons. Des enfants très malades, qui ont des malformations, qui les gardent dans les maisons. C'est vouloir les protéger alors que... Oui, mais parfois, par exemple, les enfants en situation de handicap, c'est pour ne pas être stigmatisés. Il y a ça aussi, c'est vrai, le regard de l'autre. Les enfants malades, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens pour aller à l'hôpital. Même le prix du billet, du ticket, ils n'en ont pas. Donc, ils préfèrent. Par exemple, je me rappelle du cas d'Abdourahmane, un enfant qui était en situation de handicap. Ils l'ont tellement gardé à la maison. Ils l'ont tellement gardé à la maison parce qu'il n'y avait pas de moyens. C'était à la dernière minute, moi, qu'ils m'en ont parlé. Donc, quand je suis venue récupérer le petit Abdourahmane, je l'ai amené à l'hôpital. On a fait les premiers soins. Il était en urgence. Mais malheureusement, c'était trop tard. C'était trop tard, donc il est décédé comme ça, devant moi. Et voilà. On n'a pu rien faire. Donc, parce que c'était trop tard. Les parents n'avaient pas de moyens pour l'amener à l'hôpital. D'où cette volonté d'ouvrir ce centre pour que ces enfants, en fait, que l'on enferme, que l'on ne voit pas, que la société ne voit pas, que l'on n'a pas envie de voir, puisse avoir un lieu où se retrouver et éviter ce genre de situation. Oui, c'est pourquoi nous tenons quand même à mettre en place la maison de l'avenir pour les enfants. Pour que ces enfants qui sont enfermés dans leur maison et les parents ne veulent pas les faire sortir parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, nous allons les récupérer. Et les enfants seront épanouis. Ils n'ont besoin que de ça. Parce qu'après, c'est quoi le sens de la vie? C'est pas d'être enfermés à la maison. Ils n'ont pas demandé à être là. Alors justement, vous lancez un appel à toutes les bonnes volontés pour donner plus d'impact à vos actions. Et d'ailleurs, votre passage à Paris, c'est un peu aussi dans ce cadre, essayer de réunir les synergies, d'aller interpeller, d'aller plaider cette cause auprès d'institutions ou de personnes de bonne volonté, c'est bien cela? Oui, c'est ça. En fait, j'ai signé une convention de partenariat avec l'association des ressortissants de Kédougou pour le développement. D'accord. Une association de chez moi qui est basée à Paris. Où il y a beaucoup de monde autour de cette association avec qui j'ai signé cette convention de partenariat. Donc, chaque année, on a un programme en commun. Je viens à Paris, nous menons beaucoup d'activités. Par exemple, cette année, nous avons dit, écoutez, il faut un fonds pour mener nos activités. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut amener des t-shirts. Des t-shirts solidaires et donner ça à tous les Kédouans. Parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que c'est d'abord nous, ceux de Kédougou, qui allons d'abord aider nos frères et sœurs, après les autres. Donc, j'ai dit, il faut commencer par les gens de Kédougou, les Kédouans. Donc, il faut faire passer le message, ils vont soutenir. Parce qu'après, ce sont nos frères et sœurs, nos enfants qui sont bénéficiaires des différents programmes. Donc, nous sommes venus avec des t-shirts solidaires et chaque t-shirt solidaire est vendu symboliquement. D'accord. Et cette somme récoltée nous permettra, par exemple, je repars au Sénégal pour la tabaski des enfants, ça permettra d'habiller beaucoup d'enfants. Et là, les enfants sont heureux. Ça permettra peut-être de prendre d'autres petits David en charge.
On ne sait jamais. Ça permettra, par exemple, de faire beaucoup de programmes avec les enfants. Donc, ça marche, ça avance et voilà, les gens ont soutenu. Et nous appelons toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent soutenir pour ensemble redonner sourire à ces enfants-là. Nous leur tendons la main. Alors, si vous nous suivez ce matin, que vous êtes originaire de la région de Kédougou ou que vous êtes sensible à cette cause, que vous avez envie d'accompagner cette association Kédougou Children de Raïssa Bindia, où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet? Comment on fait pour vous contacter avant de se quitter, Raïssa? Nous sommes sur Facebook, Association Kédougou Children. Nous sommes sur Instagram, sur le nom de Raïssa Bindia pour le moment. Nous avons notre email. Voilà. Nous sommes sur TikTok, Association Kédougou Children. Kédougou, Kedougou, c'est une région au Sénégal, au sud, plus de 700 km de Dakar. 720 km. Comment vous avez envie de conclure cet entretien? Ça a été très émouvant de vous recevoir et en tout cas très humain. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. On souhaite de longue vie. J'espère que dans quelques temps, vous reviendrez pour nous donner de bonnes nouvelles de l'évolution de cette association Raïssa Bindia. Comment vous avez envie de conclure? Merci beaucoup. Merci beaucoup à ça pour l'invitation. Encore une fois, lancer un message de soutien, un message de, voilà, que les partenaires n'hésitent pas à venir nous soutenir dans ce projet noble. Parce que, après tout, il faut commencer vers le bas. L'éducation des enfants est primordiale. La santé, elle est importante. Surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants. Il faut commencer par les enfants. Donc, j'appelle toutes les personnes de bonne volonté, tous les partenaires à venir s'unir autour de ce projet-là pour en faire grand. Merci du fond du cœur. Merci à vous. Merci à ça. On vous souhaite un bon retour au Sénégal. Merci beaucoup. Vous retournez dans quelques jours. Bon vent à cette belle initiative. Il est 10h30 dans les matins d'Aïssa. On accueille notre deuxième invité dans 3 minutes. Les matins d'Aïssa sur Espace. Des émotions, mais autrement, avec une véritable artiste. Muriel Kabil est avec nous. Elle est designer air couture. C'est vrai que c'est un peu difficile de la mettre dans une case, devenue figure incontournable à l'international de la mise en valeur du cheveu afro, avant-gardiste dans l'âme, l'attitude et l'esthétique. On la surnomme Édouard aux mains d'argent. Alors moi, ça m'a un peu choqué, même si c'est une belle référence quand même à un grand succès hollywoodien de Tim Burton, c'est bien ça. Et j'ai envie de dire, moi, Muriel, aux mains d'or. Oui, de l'or. Coucou Aïssa. Ça va? Ça va et toi? Ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Paré de Cori, magnifique ta tenue. Merci Je beaucoup. pense que tu l'as faite toi-même. Exactement, toujours une pièce de Muriel Kabil sur moi, oui. Tricotée par toi-même. Confectionnée par moi-même. En fait, ça représente un peu, tu vois, l'univers du cheveu. C'est un petit rappel du cheveu et les coris de chez nous. Non, c'est un effet de matière qui me rappelle le cheveu. Tu l'as tricoté? Non, j'en suis pas arrivée à ce stade. D'accord, ok. J'en fais des choses, mais ça, non. Alors justement, on le voit à travers ton apparence, tes tenues, ta passion et tout ce que tu fais depuis le début. Tes débuts, ça fait des années, déjà plus de 10 ans que tu bouscules et que tu dépoussières les codes de l'art capillaire que l'on connaît. Et au-delà de ça, puisque tu n'as pas de limite. Alors, tu es une exploratrice de l'art. Rien ne te résiste. Tu as d'abord détesté tes cheveux crépus durant ton enfance. C'est un petit peu comme ça que ça a commencé à germer dans ta tête, je suppose. Exactement. Mais je pense qu'on est plusieurs. Aujourd'hui, on l'entend. On a beaucoup de personnes qui partagent leur expérience vis-à-vis de ça. Et on s'en rend compte parce qu'aujourd'hui, c'est plus un tabou d'en parler. Avant, c'est quelque chose qu'on gardait pour soi. Et effectivement, on n'aimait pas forcément le moment où on devait se faire coiffer. Et donc déjà, dans un premier paramètre, c'est ce moment-là qui était compliqué. Et après, c'était être face au regard des autres avec des coiffures qui n'étaient pas appropriées selon les endroits où on vit, en fait. Et là où je vivais, forcément, il y avait très peu d'enfants noirs. Et je comparais mes cheveux à celles de mes copines. Elles, ça bougeait dans le vent. Elles avaient pas mal quand on les coiffait. Et puis, elles pouvaient se coiffer de différentes façons. Et puis, nous,
toutes les semaines à répéter une coiffure pour être tranquille toute la semaine pour notre maman. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et puis c'était de la douleur. On a l'impression que cheveux crépus égale douleur, égale souffrance, égale négativité, égale en fait t'as l'impression que finalement tu récupères l'âme de tes ancêtres avec toi à travers ta chevelure. Alors oui, justement, au-delà de l'aspect esthétique, le cheveu est un miroir de nos identités, de nos histoires, et ça, tu l'as bien compris. Tu t'es fait connaître à travers ta participation, toujours très remarquée à des événements internationaux, les Fashion Week, des expositions, des festivals, le Festival de Cannes notamment. Peut-on dire que valoriser le cheveu afro est devenu pour toi un acte politique, Muriel Kabil? Alors au début, je le voyais pas de cette façon, mais je suis une femme assez rebelle dans l'âme en fait, c'est-à-dire que j'aime pas les injustices et quand je me sens vraiment concernée, je prends une position. Alors je le voyais pas dans ce sens politique, mais avec le temps, bien évidemment, en fait, on se positionne involontairement ou volontairement. En tout cas, je me suis positionnée sur le fait que je trouvais pas ça normal qu'on n'accepte pas une texture de cheveux, que ce soit aussi compliqué dans les salons de coiffure, dans les écoles de coiffure, dans la rue, affronter le regard des autres dans la rue et au travail, à l'école, etc. En fait, en permanence, on est jugé par rapport à une texture qui fait partie en fait de notre identité, ce qui est absolument pas normal. Donc c'était pour moi une évidence. Un jour, j'ai pris conscience de tout ça en partageant mon expérience avec d'autres et surtout en écoutant les autres, mes clientes, essentiellement quand j'étais encore coiffeuse à cette période. Et quand j'entendais en fait tous les pourquoi et les comment qu'on allait pour défriser nos cheveux, les décisions qui nous faisaient faire qu'on défrisait nos cheveux, du coup, je me suis dit, il faut que tirer une sonnette d'alarme et du coup j'ai commencé à porter moi-même l'afro et lâcher mes cheveux volontairement dans la rue pour comprendre le regard, comprendre c'est tout ce qu'il y avait, tout l'enjeu qu'il y avait autour de ça, et je me suis dit ah non mais là c'est pas possible en fait. Je l'ai vécu. Qu'est-ce que tu as vécu, quels sont les constats que tu as pu Alors les moqueries, les sourires dans le coin mais assez moqueurs, les attitudes de vouloir mettre la main dedans, les regards et puis surtout tu sais les petites vannes à 2 balles où on te dit ah mais il doit y avoir des poux, ça doit être compliqué à coiffer, mais ça doit être horrible, ça doit être emmêlé, c'est sale, enfin voilà, tu entends des propos en fait que tu aurais même pas dû entendre parce que les gens ont décidé que le monde doit être autrement qu'avec des cheveux crépus. Eh ben non, aujourd'hui, on a décidé d'intégrer nos cheveux avec fierté. Et moi, je combats cet univers, ce monde, en tout cas, ce paramètre-là. Et pour moi, aujourd'hui, je le positionne en number one dans tout ce que je fais. Alors justement, cet afro, c'était ta marque de fabrique, on va dire, que tu as porté pendant des années. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout rasé parce que pour moi, c'est dingue, mais c'est bien d'en parler aujourd'hui avec toi parce que tu m'as connue avec. Et en fait, je l'ai porté pendant plus de 10 ans pour justement aider les gens, à les accompagner à porter leurs propres cheveux et avoir le choix en fait de porter le cheveu naturel. Aujourd'hui en fait, je crois que les gens ont compris, ils ont plus besoin de moi, ils le font très bien eux-mêmes et ils le font à travers d'autres professionnels, initiatives qu'il y a aujourd'hui. Et je pense que de ce côté-là, mon combat il a été mené et je pense que j'ai pour moi gagné une belle récompense parce que quand je vois toutes ces femmes et ces hommes qui marchent avec leurs cheveux au naturel et pas uniquement que les noirs, parce que finalement on commence à dévoiler des textures de cheveux qu'on n'imaginait pas voir sur certains types de personnes. Aujourd'hui, je trouve ça beau, en fait, cette diversité des textures. Donc, pour moi, ce paramètre-là est terminé. C'est une porte qui est ouverte et que tout le monde emprunte aujourd'hui facilement. Ils ont le choix. Et aujourd'hui, en fait, mon combat est mené sur un terrain qui est autre, mais dans la continuité toujours de celui-ci, c'est d'ouvrir les portes maintenant à tous ceux qui veulent émerger autour de la coiffure afro. On va y revenir dans un instant parce que tu viens de nous parler de ton actualité, mais moi, j'ai aussi l'impression que tu es aussi un véritable caméléon. C'est aussi cela à travers de ton art. C'est peut-être aussi pour ça que tu avais envie de changer de tête. Oui, j'avais aussi ce besoin. Alors c'est vrai que je vais pas te mentir sur quelque chose qui est réel. C'est que lorsque je le portais et j'aimais affronter le regard des gens, je me sentais sortir du lot. Et j'aime ça. Le fait de sortir du lot et de me dire, je vais faire chier un peu mon monde, pardon pour les mots, en sortant avec mon afro, mais c'est horrible de le dire parce qu'on se dit que... C'est un acte de rébellion, mais c'est un acte de rébellion, en fait. Mais comme je te dis, moi, c'était pas pensé dans ce sens. C'était juste, mais attends, mais c'est une injustice, c'est pas normal. Donc j'y allais franchement, me disant, attends, on va sortir les cheveux, on va les mettre bien gros, bien épais, bien consistants, et puis on va marcher fièrement dans la rue. Et ça, en fait, j'aimais ça parce que du coup... mais aujourd'hui,
Bah aujourd'hui, on est plein. On est plein à les porter et finalement, je me sens plus seule. Et le fait de pas me sentir seule, je me dis bon bah c'est bon, les cheveux crépus, l'afro, les cheveux lâchés, l'épaisseur et tout, ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est d'ailleurs ce que tu as fait d'une manière qu'on va dire assez originale, avant-gardiste, hein, puisque tu l'es dans l'âme, à travers l'opération Don't Touch My Hair, c'est en 2019. Alors, raconte-nous un petit peu cette idée folle qui a fait beaucoup parler. Oui. Et raconte-nous un petit peu, vas-y, cette aventure. Eh ben justement, à la suite de ce que je viens de te dire, quand j'étais dans cette prise de conscience et que j'ai pu constater vraiment le regard des gens et la méchanceté de certains, je me suis dit, ok, je dois pas être seule à les porter, il faut que je le fasse porter, mais à des filles qui vont pouvoir représenter la diversité de ce monde. Comme on est en France, je pense que si on met des afros de toutes couleurs sur des filles dans la diversité, ça va encore plus interpeller et avec un message fort porté sur un t-shirt. Don't touch my hair, on touche pas aux cheveux. Et malgré ça, hein, tu sais que malgré ça, quand elles ont déambulé dans les rues de Paris, il y a des gens qui avaient envie de toucher parce que c'est tellement attirant. Les gens, ils se posent pas la question, ils veulent mettre la main dedans et puis certains le font vraiment pour le coup. Et en fait, ça a été un moment émouvant en fait parce que ça a marqué un temps pour moi en tout cas. Et je me suis dit que les gens, c'est dans la rue qu'il faut aller les chercher. C'est bien facile. Moi, on me voit dans des musées, on me voit aux médias, etc. Mais ça touche pas assez de gens dans la rue, on les touche vraiment plus et on est plus dans la proximité. Alors justement, ce côté multifacette que tu as, puisque rien ne te résiste, de la peinture à la sculpture, la mode, tout est prétexte à mettre le cheveu afro en valeur. Tu confectionnais même des vêtements en cheveux. Exactement. C'est surtout ça que je fais aujourd'hui, c'est mon identité. Mais depuis 15 ans. D'où te vient cette créativité en fait? En fait, c'est le fait d'avoir fait les deux écoles, finalement, le fait d'avoir fait une école de mode bien avant l'école de coiffure. Et finalement, quand je suis retournée à l'école et j'ai appris du coup la coiffure, lorsque j'ai eu des opportunités de travailler avec des designers, j'ai pas trouvé ma place. Ouais. Et je me suis dit, mais ce qu'ils font, moi, je peux le faire. Ce que je fais, ils peuvent pas le faire. Alors, si je mets les deux ensemble, en fait, je peux créer mon propre univers, ma propre marque. Et au final, c'est ce qui m'a poussée à faire ça. Parce que je ne voyais pas l'un sans l'autre. Et pour moi, la mode, c'est un tout. C'est la coiffure qui va avec le look vestimentaire. Alors, il y a une authenticité, une certaine humilité chez toi que j'apprécie particulièrement malgré le background, malgré tout ce que tu as fait durant ta carrière. Alors, tu as parcouru les galeries d'exposition à travers le monde, les Banno galeries à Milan, la galerie du Long à Saint-Germain-des-Prés. Ça a été aussi un moment fort pour toi. La Biennale de Dakar, l'espace Haussmann Bay, Université américaine de Paris, les musées, musée de l'immigration, musée de la manufacture, Quai Branly, musée d'art décoratif de Paris, plein d'autres expositions à travers le monde, en Martinique, en banlieue parisienne, à Wagram, Champs-Élysées, Mondial de la coiffure, des showrooms comme Renault, Champs-Élysées, différents salons internationaux de design air coiffure en Allemagne, aux États-Unis, à Milan, à Dakar, partout sur les 5 continents. Ouais, t'as bien appris tes leçons, c'est bien. Des collaborations avec des grandes figures comme Adama Paris, avec Immortel Paris, Alexis Peskin également qui fait un travail assez formidable, Ousmane Bay, etc. On a parlé de toi dans différents magazines, que ce soit des médias internationaux, des chaînes comme TF1, Biblac, CNews, partout, parce qu'on pourra pas tous les citer. Et tu as reçu également pas mal de distinctions. Tu as coiffé de nombreuses personnalités, Absatoussi, Audrey Pulvar, Karim Ghiok notamment, etc., Fatoumata Diawara, etc., Lincha, plein de personnes. Et tu restes toujours la même. C'est important pour toi de garder cette authenticité? Ben ouais, je reste moi-même parce qu'on sait où on va, mais on sait pas où on atterrit, donc on sait pas demain. Si je commence à aller au-dessus de ce que je suis, et puis j'ai pas envie de perdre ma nature en fait. J'ai pas envie de perdre le sourire que j'ai, cette femme vivante et cette proximité que j'ai avec les gens, de pouvoir parler avec qui je veux quand je veux. J'ai pas envie de retirer tout ça.
Et les Miss France aussi, l'aventure Miss France. Oui, j'ai eu une période de Miss France. Après, moi, c'est vrai que je suis assez particulière. Je me vois comme une artiste et non pas comme une styliste. Donc, ce temps que j'ai passé avec les personnalités, pour moi, ça devait être des temps limités, juste une expérience à vivre, mais pas quelque chose que je souhaite faire à long terme parce que ça m'anime pas, en fait. Ça m'anime pas plus que ça. Je ne suis pas à la recherche d'habiller une Beyoncé ou une Rihanna, etc., ou des personnalités quelconques. Si je le fais, c'est que ça doit se faire, mais je ne cherche pas à le faire. Là, tu cours pas après ça? Non, je cours pas après ça. Je cours pas. C'est pas cette gloire-là que je veux. Moi, c'est le succès de pouvoir dire que j'ai mis quelque chose en place qui perdure dans le temps et qui ouvre les portes aux autres et qui impacte. Alors, ce moment fort également, c'était un petit peu avant, en 2017, cette galerie dans les quartiers chics de Paris, parce que quand même, c'est important d'être reconnu dans ces milieux. C'est ce qui fait que on devient un label, en fait. On devient une marque, on devient une référence. Tu as séduit un plasticien et un sculpteur plasticien, Bernard Dulon, et tu as exposé dans cette galerie. C'est même pas un sculpteur plasticien. Bernard Dulon, c'est une personne qui travaille avec Chirac au Quai Branly et qui a en fait sa galerie d'art de sculpture africaine. D'accord. Et du coup, mais qui a un certain niveau. Il avait jamais ouvert la porte à qui que ce soit, et là, c'était une première. Il est tombé amoureux de mon travail en me disant que toi, tu es un artiste sculpteur. Voilà, il m'a interpellé comme tel, et c'est lui qui m'a fait me rendre compte que je sculptais le cheveu. Alors, sculpter le cheveu, juste pour donner une petite idée aux personnes qui nous écoutent, ce qui est important aussi pour toi, c'est être passeur d'histoire à travers ton art et à travers tes multiples talents, puisque tu puises aussi ton inspiration dans des grands moments de l'histoire, des afros, on va dire, l'esclavage, le temps des pharaons, l'époque des Black Panthers. C'est important pour toi également qu'il y ait cette connotation historique et de pouvoir explorer justement ces moments forts des histoires afro et essayer d'impacter les imaginaires. Oui, pour moi, c'est important dans le sens où je pense que tout a existé. C'est-à-dire qu'on n'invente rien aujourd'hui, on peut juste l'améliorer avec notre état d'esprit. Et ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est simplement de continuer à donner vie à des choses qui ont existé auparavant et de le faire, mais à ma façon, avec ma vision des choses, mon univers, tel que les Divinity of Black aujourd'hui, que je mets beaucoup à l'honneur, parce que j'ai récemment connu les divinités noires. J'ai toujours imaginé que les divinités, elles étaient propres à une histoire qui était culturellement blanche pour la plupart du temps, les histoires qu'on entend avec les histoires qu'on entend un petit peu partout dans les contes de fées, etc. Et du coup, j'ai fait des recherches et là, j'ai appris en fait qu'il y avait des divinités noires auxquelles les gens croient beaucoup dans certains endroits et j'essaie de les faire exister aujourd'hui et de leur donner une place qui est différente de celle qui a été jusqu'à présent. Mais en fait, c'est juste de leur rendre hommage. En fait, c'est simplement dans ce sens, mais je n'essaie pas de reprendre et de reproduire ce qui a été réel, ce qui a été fait, pour ne pas détrôner ou détourner et dénaturer ce qui existe en fait. Alors, tu es venu nous parler de ton actualité à travers un événement que tu es en train de promouvoir en ce moment, les Awards Afro Excellence. Ouais, Afro Excellence Awards, exactement, il n'y a pas de souci. En fait, c'est un événement que j'ai décidé de mettre en place pour donc le 23 et 24 novembre 2025. Ce sera donc à Lyon, je suis en partenariat avec Beauté Sélection. Alors, Beauté Sélection, c'est un salon qui existe depuis plus de 20 ans. Ouais. Ils attendent plus de 30 000 visiteurs par an sur les 2 jours. C'est un salon esthétique, beauté et coiffure. Donc, ça englobe vraiment le monde de la beauté. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, ça englobait un type de beauté, un type de cheveux. Et là, le but pour moi, c'est d'intégrer, parce que comme j'ai dit, j'aime aller là où les autres ne vont pas. Ouais. Et moi, c'est pour moi, en fait, on est en France. Et ici, je pense qu'il faut intégrer cette diversité, sans oublier qui en est. Donc pour moi, en fait, c'est de pouvoir déposer justement au cœur des choses la diversité des cheveux, de ces textures de cheveux, la diversité en fait de nos cheveux crépus, bouclés et frisés au milieu des cheveux caucasiens. Donc à travers cet événement qui va durer donc les 2 jours, il y a un concours pour les coiffeurs. Alors les coiffeurs peuvent être autodidactes
ou professionnels. D'accord. Alors, je laisse le champ libre parce qu'on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui travaillent sans diplôme, qui n'ont pas été à l'école de coiffure parce qu'ils ne se sentaient pas à leur place, qui est tout à fait normal et je l'entends bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Et c'est là qu'on trouve souvent les génies. Et c'est pour ça que je laisse la porte ouverte à tous ceux qui se sentent capables de venir se mettre en concurrence avec d'autres, parce que c'est ça, le but, c'est de pouvoir voir qui sont les vrais, qui sont les gens qui ont en fait ces atouts majeurs qu'on ne connaît pas encore, qui sont dans leur coin, et leur donner la possibilité d'avoir un podium pour se faire connaître, de faire des rencontres et de se faire voir et de sortir de là avec un award et de dire que c'est le coiffeur de l'année. Donc voilà, et il y a 5 thématiques qui regroupent donc la lox, les gens qui savent coiffer les lox. On retrouve rarement des concours autour des cheveux loxés parce que ça a été longuement mis de côté, marginalisé. Voilà, marginalisé, etc. Donc aujourd'hui, en fait, moi, c'est toute la culture afro que j'essaie de représenter à travers les coiffures qu'on a, c'est notre identité. Donc il y a la tresse, ça fait partie de notre culture et de nous. Il y a donc le chignon, mais sur cheveux avec sa propre texture. Il y a aussi donc la coiffure artistique et qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui, la coupe coloration, mais toujours sur l'identité du cheveu crépus, bouclé et frisé. Et à travers cet événement, il y a aussi 2 autres choses. Il y a un talk show pour clôturer les 2 jours. Et il y a aussi des masterclass où là, j'invite des professionnels pour faire des démonstrations sur nos cheveux. Tu as eu le champ libre, en fait, la carte blanche. Exactement. À Marielle Kabil, donc je pense que tu vas te faire plaisir. Oui, ben j'espère faire plaisir parce que c'est un peu le but. Moi, je sais que personne ne m'a ouvert la porte à ce niveau-là. Et là, c'est un monde qui est tout nouveau pour beaucoup d'autres parce que c'est le milieu de la haute coiffure française. Et aujourd'hui, j'essaie de donner la chance aux autres de pouvoir intégrer ce monde-là. Moi, j'ai plus rien à prouver aujourd'hui. Alors, ça va être un moment, je suppose, émouvant pour toi. Et justement, l'aboutissement, enfin, c'est pas fini. C'est ça, non, hein, c'est le mot, en fait, quelque part. C'est exactement ça. Par rapport à, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, don't touch my hair, on touche pas aux cheveux. Là, tu vois, aujourd'hui, se dire, OK, là, j'en arrive au stade où je mets un événement en place pour valoriser ceux qui mettent en valeur les cheveux de cette diversité de textures. Et c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que tu commences à Lyon, dans une grande ville de France, où il y a une large communauté afro. Et puis après, je suppose que c'est un événement qui sera amené on l'espère. À voyager. C'est le but. À Paris. En tout à cas, New York. voilà, le but, c'est de le faire voyager, mais c'est aussi de faire voyager les gens pour qu'ils puissent venir aussi à Paris et profiter de ce moment. À Lyon. À Lyon, parce que c'est international, c'est ouvert à tous. Et puis en même temps, c'est à combien de temps en TGV? C'est à 2-3 De Paris, oui, c'est vite fait. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des systèmes rapides pour y aller. Donc, je pense, je ne sais même pas, en 3 heures, je crois. Je sais même pas d'ailleurs. J'ai même pas regardé. C'est un peu près. En tout cas, c'est rapide. Hein. Ouais, c'est rapide. Alors, du coup, venir en parler en amont dans notre émission Espace TV Europe, et d'ailleurs, à l'approche de l'événement, si tu veux, on pourra en reparler autrement avec, par exemple, certains candidats ou on verra, on en parlera. C'est beaucoup. Aussi un appel que tu as envie de lancer aux créatifs. Oui, exactement. Là, c'est un appel à tous les coiffeurs, à tous ceux qui ont envie de se faire connaître, qui ont envie de créer du réseau, qui ont envie, en fait, de dépasser aussi leurs limites, qui ont un savoir-faire, qui ont un salon de coiffure, qui coiffent chez eux à domicile, etc. Donc, quelle que soit votre posture, votre position, et quelle que soit aussi votre nationalité, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de valoriser une texture qui est la nôtre, les cheveux crépus, bouclés et frisés, et de pouvoir l'intégrer, en fait, dans un monde de diversité des textures. Donc, voilà l'objectif, et de devenir le coiffeur de l'année et de remporter un award par thématique. Alors, n'hésitez pas à aller sur Internet. Où est-ce qu'on trouve les informations ? Les informations, donc c'est murielkabil.com. Sur le site Internet, vous retrouvez du coup la possibilité de vous inscrire, parce qu'il faut s'inscrire. Et il y a 20 places par thématique. D'accord. Un award par thématique, et du coup, ça resserre un peu les champs, mais c'est un gros événement quand même, parce que 20 places, ça fait quand même plus de 100 personnes qui vont être sur un concours de 2 jours, ce qui n'est pas rien, et je pense que je suis la première à le faire. Je crois que c'est le premier événement de ce genre qui se fait en France, sur un vrai concours avec des professionnels diplômés qui vont pouvoir être là en tant que jury. Donc là, je vous invite à aller sur murielkabil.com, aller sur le site internet pour vous inscrire, et toutes les informations sont dessus, et vous avez aussi les informations qui sont sur Instagram, donc sur la page directement de Afro Excellence Awards.
Afro Excellence Award. On va en reparler, ça va résonner pour justement l'excellence du cheveu afro. N'hésitez pas, Muriel Kabyle sur Internet, M-U-R-I-E-2-L-E, c'est l'orthographe du prénom, je dis, parce qu'il y a plein d'orthographes. Kabyle, c'est K-A-B-I-L-E. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez rejoindre l'aventure. Comment tu as envie de conclure cette entrevue, Muriel Kabyle? Alors déjà te remercier parce que franchement, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Merci et moi, à ça toi. m'a fait vraiment plaisir de te retrouver là et de pouvoir discuter de tout ça encore avec toi et de voir notre évolution commune finalement, de voir qu'on essaye d'avancer avec la même philosophie et de faire en sorte de faire émerger les autres. Et c'est ce que toi tu fais et que tu fais très bien à ton niveau et c'est ce que j'essaye de faire. Et moi, voilà, le but pour moi aujourd'hui, comme je disais, j'ai déjà fait mon chemin et j'aimerais ouvrir la porte à ceux qui veulent aussi emprunter un chemin. Alors, je dis pas similaire, mais un chemin en tout cas parallèle qui permettra en fait de faire continuer et perdurer les choses. Merci beaucoup, Muriel, Merci à toi d'être de m'avoir venue. On reçu. salue tes équipes. Bon vent à cette aventure. On aura l'occasion d'en reparler, de le promouvoir tout au long des semaines et des mois à venir. Donc, c'est les 23 et 24 novembre. L'Afro Award Excellence, c'est Excellent. ça? Afro Excellence Award, Ouais, on va y c'est arriver. pareil. Afro Excellence Award de Muriel Kabyle et de Beauté Sélection à Lyon. Merci beaucoup, Muriel. Merci à à très toi. vite. Les matins d'Aïssa sur Espace. L'occasion de saluer les équipes du côté de la Guinée, saluer les équipes du groupe Calac, Adafo Média. Donc, ce sont des radios, des télévisions un petit peu partout, notamment en Guinée, et ce nouvel espace donc consacré à la diaspora, Espace TV Europe, le nouveau lien de la diaspora, le lien qui nous connecte, donc un pont entre ici et là-bas, disponible sur Free sur le canal 440, sur Orange c'est 589, Bouygues 721, et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver à travers les chaînes YouTube du groupe Adafo, sur les réseaux sociaux également. Il y a une page dédiée. Et voilà, donc ça va évoluer au fil du temps. Voilà, alors cette aventure tous les matins, du lundi au vendredi, de 10h à midi, les matins d'Aïssa, que je vous présente avec beaucoup de bonheur. Et nous accueillons, vous le savez, les acteurs culturels, associatifs, les entrepreneurs, tous ceux qui ont de belles histoires à raconter viennent sur le plateau avec beaucoup de plaisir pour se livrer à vous, vous raconter leur savoir-faire, leur passion, leurs histoires, leur enfance, etc., etc. Donc, on est là pour raconter des histoires. Nous allons raconter celle de Koumba Diallo à présent, installée sur le plateau d'Espace TV Europe. On l'accueille avec beaucoup de plaisir. C'est une invitée que j'avais eu l'occasion également de recevoir il y a quelques années sur un autre média. Elle est à la tête maintenant de Dials Events. C'est une agence d'événementiel qui répond aux envies festives et propose des animations originales, amusantes pour des événements. Elle propose différentes prestations dont nous allons parler. Alors j'espère que tout va bien. Je sais que tu es un peu tendue, Koumba Diallo, mais bon, ça va. Hein. Oui, Tu vas bien? oui, ça va. Merci, bonjour à tous. Merci Aïssa pour l'invitation et merci de me recevoir. Alors, des prestations que tu proposes à travers Dials Events, alors raconte-nous un petit peu, c'est la contraction de ton nom et ton prénom, hein, Dials Events. Exactement, oui, c'est le diminutif de mon nom de famille, Diallo. Alors, raconte-nous un peu la genèse. Depuis quand ça fait un moment que tu entreprends déjà. On a parlé il y a quelques années. Oui. Je ne sais plus pourquoi tu étais venue, je vais pas te mentir, mais tu as lancé dernièrement Dials Events. Raconte-nous un petit peu la genèse. Pourquoi tu as décidé de lancer cette agence événementielle et qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai lancé, avant j'avais une boutique de cosmétiques, Ah, d'accord. Dials Beauty. Oui. Donc depuis 2017, donc ça fait un moment, ça fait plusieurs années que j'ai lancé Dials Events. Oui. Où Et c'est fini la boutique de cosmétiques, Oui. enfin, l'aventure cosmétique? Oui, oui, oui. Oui, Pourquoi? depuis 2014. J'étais à Rouen. D'accord. Donc c'est quand je suis revenue en Île-de-France que j'ai créé Et pourquoi l'agence événementielle. ce virage? J'ai déménagé, tout simplement. D'accord. Et donc, en Île-de-France, les boutiques, il y en a tellement. D'accord, ok. Et j'ai toujours aimé l'événementiel. D'accord. Et Et ça a été l'occasion de te dire, C'était l'occasion de changer
Et étant fonctionnaire en même temps, D'accord. donc j'ai pas la possibilité d'avoir une boutique fixe et de consacrer 100% de mon temps D'accord. dans cette activité. Ce qui a permis en fait de t'investir dans ta passion, l'événementiel, Exactement. et de pouvoir faire en sorte que tu puisses ménager ta vie correctement entre le travail, la famille et cette passion pour l'événementiel. Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, tu nous racontes un petit peu cette agence événementielle. Qu'est-ce que vous proposez? Comment c'est conçu? Raconte-nous un petit peu. Alors, j'ai créé Dial Sevens en 2017. Ouais. C'est une agence où je propose des locations de photobooths, vidéobooths, Ouais. des animations gourmandes telles que des machines à barbe à papa, popcorn, Ouais. des jeux et des mascottes. Donc, c'est pour tout type d'événements, que ce soit aussi bien les particuliers, les professionnels et les collectivités. Et je fais principalement les mariages, les anniversaires. J'ai fait beaucoup d'entreprises. Donc, Il y a de la demande? Oui, il y a de la demande, mais c'est très périodique. C'est-à-dire? Par exemple, pour les écoles, j'ai beaucoup de réservations, par exemple, au mois de juin. Oui. Pour les fêtes de fin d'année. D'accord. Pour les entreprises, c'est beaucoup au mois de décembre. Oui. Pareil, pour les fêtes de Noël. D'accord. Et les mariages, c'est les périodes estivales à partir de juin, juillet. Oui. Alors, c'est quoi le photobooth? C'est quoi le vidéobooth 360 degrés? Je sais ce que c'est, mais essaie de nous expliquer un petit peu. Oui. Alors, le photobooth, c'est une machine à photo que j'installe dans un événement pour faire des photos et les recevoir immédiatement. Ouais. Donc, j'ai 2 photobooths. Il y en a un, c'est un plus simple où les photos, elles s'impriment directement. En quelques secondes, elles s'impriment en 8 secondes. Et le deuxième, il y a la photo qui s'imprime, plus il y a la photo directement sur le téléphone par le biais d'un QR code. En fait, les personnes, elles entrent dans un rideau, c'est un petit appareil, elles montent sur une plateforme et en fait... Non, ça, c'est le vidéobooth. Ah. Donc, le photobooth, c'est uniquement les photos. D'accord, ok. Donc, en général, je l'installe devant un mur à fleurs ou une décoration. Oui. Donc, le photobooth, il fait uniquement des photos. D'accord. Oui. Et le vidéobooth, c'est celui qui tourne. Les personnes s'installent sur le plateau. Et ensuite, il y a le bras qui tourne. Et ensuite, ça prend directement une vidéo. Et la personne la reçoit également par QR code directement sur son téléphone. Donc après, les invités peuvent le partager directement sur les réseaux, l'avoir directement sur le téléphone. Et qu'est-ce qui plaît justement dans ces animations? C'est plus les jeunes qui sont attirés ou c'est toute génération confondue? Et qu'est-ce qui plaît dans ces animations? Ce qui plaît le plus, c'est le photobooth. Ouais. Oui, et surtout pour les entreprises. Parce qu'il y a la photo qu'on a directement et c'est des photos personnalisées au thème de l'événement. D'accord. Donc, il y a souvent le logo, il y a le texte. Pour avoir la magie de l'instant. Oui. Et pour avoir le souvenir. D'accord. Et il y a la possibilité de l'avoir également sur le téléphone. D'accord. Donc après. Ça permet de publier sur ses réseaux sociaux. Exactement. Et de montrer ces jolies photos. Regardez-moi, regardez-moi. Oui. Alors, tu t'occupes également d'animation pour les entreprises avec des jeux, des animations gourmandes. En fait, c'est à la carte. Barbe à papa, popcorn. Quelles sont les prestations les plus demandées? C'est les machines à barbe à papa et popcorn. D'accord. Oui. C'est une activité gourmande qui plaît beaucoup pour les enfants. Ouais. Et pareil, les adultes aiment beaucoup. C'est un petit retour en enfance. Et j'ai plus de réservations pour ces machines-là, pour les kermesses, les anniversaires. Alors, comment ça se passe? J'ai envie de faire une animation, j'ai envie de louer un photobooth, j'ai envie de louer pour des animations. Je sais pas, j'ai vu que tu proposais également des personnages de dessins animés, Mickey, Minnie. Oui. J'ai envie de louer une machine à popcorn. Comment je fais? Je contacte la société et comment ça se passe? Oui, donc j'ai également aussi les mascottes. Les personnes me contactent soit par les réseaux sociaux ou sinon j'ai un site internet, Dial Sevens. Et ensuite, c'est vraiment à la carte en fonction de ce qu'on me demande. Tu t'adaptes Je m'adapte vraiment à la clientèle. Soit on souhaite une activité clé en main, ou c'est moi qui apporte le matériel, qui installe, qui réalise l'animation, surtout barbe à papa, popcorn et les machines. D'accord. Ou une activité, ou soit une personne qui souhaite une location simple. Une location simple, c'est les personnes récupèrent le matériel à la Plaine Saint-Denis.
Et ensuite, l'installent dans leur événement. Et ensuite, ils me le rapportent à la fin de l'événement. Sauf les photobooths. Les photobooths, ça, c'est tellement lourd. Il y a tellement d'investissements que c'est moi qui l'installe à chaque événement. Ouais, pour éviter mais tout le reste, j'ai la possibilité les problèmes techniques. Alors, exactement. On dépose une caution. Hein, oui, il y a une caution pour tout le matériel. Ouais. Oui. Alors, raconte-nous un peu ton histoire, qui tu es. T'es un peu timide, Koumba Diallo. Raconte-nous ton histoire. Tu viens d'où? Tu es qui? Comment tu as été éduquée? Quelles sont les études que tu as faites? Je veux tout savoir. On veut tout savoir. Alors, je suis originaire de la Franche-Comté. Je suis née à Montbéliard, en Franche-Comté. J'ai toute ma famille là-bas. Ouais. Donc, un bonjour à toute ma famille qui me soutiennent énormément. De loin, mais c'est vrai que je sais qu'ils sont toujours là pour moi. Quoi que je fasse, ils me soutiennent tout le temps, ils me suivent. C'est important, on dirait. C'est très important. Ah oui, c'est vrai que la famille, je trouve que c'est très important. Et surtout ma petite sœur, Mariata. C'est vrai que ce soit à Rouen, quand j'étais à Rouen ou à Paris, pour chaque activité, à chaque fois, j'y tourne, c'est mon bras droit parce qu'elle est toujours là à donner des conseils pour tout. Et j'ai étudié d'abord en Franche-Comté et ensuite, je suis arrivée en Île-de-France. Dans quel domaine tu as étudié? J'ai fait une fac de droit. D'accord. Et ensuite, STAPS. Ok. Je voulais être professeur des écoles. Ouais. Et après, j'ai travaillé dans les centres de remise en forme. Ouais. Et je suis retournée dans le droit actuellement en travaillant au ministère de la Justice. C'est que des virages, en fait. Oui, j'ai un parcours atypique. J'aime bien le changement. Ah, c'est ça? Oui, j'ai fait le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Ouais. Et maintenant, après, je fais les deux parce que je travaille aussi bien dans le droit que dans l'événementiel. Et comme j'aime bien changer, c'est parfait pour moi. Parce que la semaine aussi bien, ça va être au bureau, quelque chose de plus simple. Et puis l'événementiel. Et d'où ça te vient cette envie de changement D'où ça te vient? C'est vrai que c'est inné, c'est un plaisir. Tu nous as pas parlé de l'éducation qu'on t'a transmise. Parle-nous un peu de ton enfance. Je suis issue d'une très grande famille. J'ai mes frères et sœurs je suis la seule à entreprendre. D'accord. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus un travail simple, directement. Ouais. Mais je suis la seule chez moi qui aime entreprendre, qui aime changer, qui aime bouger, parce qu'ils sont tous restés en Franche-Comté. D'accord. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mon père, il était salarié. D'accord. C'est vrai que... Mais c'est un exemple pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé jusqu'à la retraite. Et ma mère aussi, également, comme toutes les mamans qui donnent tout pour leurs enfants. Moi, et c'était quoi les valeurs dans lesquelles tu as grandi? Qu'est-ce qu'on vous a transmis? Les valeurs d'entraide, le partage. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est vrai que partager timide, ce que je sais faire. Oui. Et du coup, un peu. T'es originaire du... Je suis mauritanienne. D'accord. Oui. Ok. Je suis mauritanienne. Que tu connais la Mauritanie? Oui, je suis allée qu'une fois. Une seule fois? Oui. D'accord. Pourquoi? Oui. Parce que j'ai peur de l'avion. C'est pas vrai. C'est vrai que ça y est. Oui. C'est vrai que... T'as peur de l'avion? Oui. Okay. Énormément. Et donc, du coup, ça a Mais j'y retournerai. C'est vrai que c'était agréable, c'était super. Tu en gardes de bons souvenirs? Oui. Okay. Et tes attaches avec l'Afrique aujourd'hui, c'est quoi? J'en ai aussi, parce que j'ai beaucoup de contacts avec la famille là-bas. Mais après, j'ai énormément de famille ici. J'ai toute ma famille ici. D'accord. Ok. Donc, j'ai plus d'attaches ici qu'en Afrique, mais j'ai quand même beaucoup de contacts. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur Espace TV Europe, Koumba Diallo? Dial 7, c'est là. N'hésitez pas à demander à nos services si vous avez des événements, des anniversaires, des baby showers. Oui. C'est à la mode maintenant, le baby shower? Oui. Les baby showers, c'est très à la mode. Et les entreprises aussi, exact. Parce que j'ai fait beaucoup d'entreprises. Ouais. Et c'est vrai que c'est génial, c'est beaucoup plus simple. J'ai fait des mairies, des grandes entreprises comme la SNCF, Ikea. J'ai même fait une location pour l'anniversaire de Kylian Mbappé. Non. Mais je ne savais pas, parce qu'en fait, c'était une location simple. Ouais. Et c'est après.
Et ma sœur, elle me disait, mais tu poses pas de questions quand tu fais les réservations? Je lui dis, bah non, on m'a juste dit c'est l'anniversaire d'un petit footballeur. Et qu'est-ce qu'il avait commandé Et au retour, je dis, mais c'était l'anniversaire de qui? Un Et après, elle me dit, c'était les machines. C'était les machines, mais ils les ont pas beaucoup utilisées. Machines à popcorn. Oui, et papa, ils les ont pratiquement pas utilisées. C'est-à-dire qu'il les a touchés. Et après, elle me dit, mais pourquoi t'as pas demandé avant? Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup posé de questions. Mais après, c'est vrai que tu dois aussi garder un petit peu l'anonymat des clients. Mais oui. C'est quand même une fierté de le dire. Oui, j'ai été prestataire pour Kylian Mbappé. Oui, c'est vrai. Mais quand il m'a dit ça, c'est le restaurateur quand il m'a dit ça après, je me suis dit, ah oui, non, mais c'est génial. Mais surtout mes garçons qui étaient super contents. Ils sont fans de Kylian Mbappé. Donc, du coup, ils sont super contents et ils sont très investis. Ouais. D'ailleurs, un gros bisou à mes enfants. J'ai 3 enfants. Investis comment? Pour tout, c'est vrai, hier, ils ont passé la soirée à vouloir faire ma présentation. Il me l'a envoyé, il a tout écrit. Pour passer à l'émission? Oui. Ah, ils sont là derrière toi, c'est trop trop mignon. Non, c'est vrai que... Oui. Non, c'est vrai que ça m'arrive d'aller avec eux dans les prestations. Ouais. C'est très rare, mais ils sont quand même très présents pour... Ce sont des belles valeurs que tu leur transmets, du travail. Oui. Ils se disent, maman, elle va au bureau, après elle revient, elle est sur ses événements. Oui. Oui. Et ils se plaignent jamais, parce que c'est vrai que souvent, je suis pas là le week-end. Je bouge tout le temps, mais ils sont vraiment... je suppose que tu les gâtes, donc ils se disent... Ah oui, par contre, oui. Ils savent très bien que je fais ça pour eux. Et c'est vrai que c'est génial. Ils sont tout petits, mais c'est vrai qu'ils me donnent des ailes pour faire de plus en plus grand et tout faire pour réussir, pour avancer. C'est un super moteur pour une femme quand même. Ah oui, vraiment. Vraiment. Surtout quand ils sont reconnaissants, parce que souvent les enfants, ils sont un peu ingrats. Ah on oui. est passé par là aussi, on a été ingrats aussi avec nos parents. En tout cas, certains, je ne fais pas de généralité. Oui. Ah oui, non, c'est vrai que... Et non, ils sont très, très investis, ne serait-ce que pour... préparer à chaque fois que j'ai un événement, je dois préparer le matériel en avance, au niveau des mascottes, au niveau des machines. Ils sont toujours là pour savoir quel événement qu'il faut emmener telle machine. Oui. Bon, comme je sais qu'ils vont regarder l'émission pour voir comment maman s'est débrouillée, on en profite pour leur faire plein de bisous. Un gros bisou. Continuer à Malik, Moussa et Aïssé. Votre maman courageuse, cette multi-entrepreneur qui travaille également, qui est salariée d'Ials Events, c'est sa société d'agence événementielle. Donc, rendez vos rêves possibles et pour vos animations, n'hésitez pas à la contacter pour vos réservations de photobooths, de vidéobooths. Elle s'adapte à tout, des mascottes pour les arbres de Noël, pour vos anniversaires, pour baby shower, pour vos animations gourmandes, location d'appareils, de barbe à papa et de popcorn, donc n'hésitez surtout pas. Où est-ce qu'on vous trouve sur Internet? Où on te trouve, Koumba Diallo, sur Internet? Où est-ce qu'on trouve Dials Events si on veut commander des prestations? Alors, sur Facebook, au nom de Dials Events, Instagram, pareil, au même nom, et j'ai un site Internet, pareil, Dials Events. Alors, c'est D-I-A-L apostrophe S, Events, au pluriel. Et un TikTok que mon fils a créé. D'accord. Et pareil, dit, maman, il faut que tu sois sur TikTok. Oui. Il t'a dit, mais moi, c'est pas ma génération. Il t'a dit, je vais te le faire. Ah oui, c'est exactement ça. Tu veux conclure, comment tu veux conclure, Koumba Diallo? Si vous avez besoin d'un événement et vous recherchez une location, contactez Dials Events. On est là pour vous. Merci beaucoup d'être repassé, d'être venu en tout cas dans cette émission Les Matins d'Aïssa sur Espace TV Europe. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance et de parler de ton activité. À très bientôt. Merci à toi Aïssa. Les Matins d'Aïssa sur Espace. Retour avec notre dernière invitée de la matinée. Surprise. Les Matins d'Aïssa sur Espace.
Une autre femme multipotentielle, chef de projet événementiel, elle a plein de casquettes et évolue au fil du temps à travers ses passions, son envie de partager et de mettre en lumière la belle Afrique. Afrip notamment, c'est l'un de ses concepts qu'elle a lancé il y a quelques années et qui a bien pris d'ailleurs, qui a bien grandi. Afro V-Dressing, qui a rapidement réussi à conquérir son public. Donc, elle donne justement une seconde vie aux vêtements et accessoires afro, un concept qui valorise le partage, l'échange. Afro V-Dressing est presque devenu un véritable label. Il est itinérant, installé, je parle de toi, Idéroro de Maga, je vais y arriver. Tu es installé à Nantes, mais justement tu es globe-trotteur, on va dire, entre le continent africain, Paris, Nantes ou ailleurs. Alors tu es également à l'origine de d'autres événements, le Festival des littératures africaines de Nantes, donc puisque tu es une passionnée du livre, d'autres événements comme l'Afro Verso et la Journée africaine solidaire. En tout cas, le fil rouge, c'est toujours l'Afrique. Idéroro de Maga, comment ça va? Ça va, Issa. Et merci une fois de plus de cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec tes auditeurs, mais désormais tes téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde maintenant. Voilà. Donc, merci pour cette invitation. Avec plaisir, c'est normal qu'on puisse t'ouvrir cet espace dédié à présent aux entrepreneurs, aux créatifs, aux créateurs, au savoir-faire, à toutes ces innovations en diaspora. Et tu le sais mieux que moi, il y a toujours de belles histoires à raconter. Toujours. Il y a énormément de talent. Tout à fait. Il y a beaucoup d'innovations. Ça bouge dans tous les sens, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, en fait, on le voit quand on organise, comme moi, quand on organise des événements, Ouais. on voit justement ces talents, cette innovation. Hier encore, j'ai échangé avec l'équipe de la foire de Nantes, Ouais. qui me félicitait de les avoir apporté de beaux produits lors de la foire de Nantes, parce qu'on a fait un pavillon Afrique là-bas. Ouais. Et ils étaient vraiment ravis d'avoir découvert certains produits qu'on ne voit pas tout le temps, qu'on ne présente pas tout le temps soit dans les médias ou alors qu'on ne voit pas dans leur marché, en fait. Des produits d'épicerie fine, notamment. Il y Comme avait de quoi, par l'épicerie, il y avait de l'épicerie, de la cosmétique, Ouais. qui était vraiment de haute de gamme. Ouais. On avait également des vêtements de qualité également, et la restauration qui était également de la belle restauration, bien servie, voilà, donc et très très goûteux. Et ils étaient ravis justement d'avoir cette Afrique là innovatrice, belle, qu'on ne présente pas souvent. Alors, l'Afro V-Dressing est itinérant, puisque la première édition, tu l'avais lancée à Paris. Je Tout me à fait. souviens parce que tu étais venu sur un autre média nous en parler. Ça a grandi, ça a réussi à conquérir son public. Et du coup, tu t'es dit, j'ai eu l'idée, je me suis lancée et ça a fonctionné en fait. Oui, l'Afro V-Dressing, je rappelle, comme tu l'as dit, ça vient d'un concept qui s'appelle Afrique, qui on appelle maintenant Pre-Love Fashion, Africa Fashion. C'est-à-dire, c'est des vêtements de seconde main, qui comprend la seconde main, ça comprend les vêtements qui ont déjà été portés ou pas, ou alors des fins de collection de créateurs, parce qu'on s'est rendu compte également que les créateurs de mode africaine, parce que les créateurs de mode africaine ne sont pas que des Africains aussi, donc les créateurs de mode africaine n'avaient pas justement d'espace pour pouvoir vendre leur fin de collection, et donc du coup ils avaient plein de stocks de vêtements, et on a créé dans l'Afro V-Dressing pour permettre non seulement aux particuliers de pouvoir vendre leurs vêtements qu'ils ne portent plus, mais également aux créateurs de mode de pouvoir vendre leur ancienne collection, et aux artisans et autres entrepreneurs de pouvoir vendre leur fin de stock, effectivement. Et on est parti de Paris.
en 2022. Ouais. Et aujourd'hui, on est à Nantes. On sera à Nantes ce week-end, 17-18 mai, dans un lieu qui a bien voulu nous accueillir sur 900 mètres carrés. Wow. Et on est avec 17 exposants qui viennent de toute la France. Et j'étais vraiment ravi sûrement que des gens partent, comme pour la foire, partent de toute la France pour venir à Nantes justement présenter ce qu'il y a de beau en fait dans les produits africains. Alors, ce qu'il y a de beau dans les produits africains, puisque ce concept a évolué, hein, tu viens de le dire, mais à la base, c'est parti de cette idée de révolutionner également au niveau afro le monde de la seconde main qui a eu une montée en puissance un petit peu partout, notamment à cause des considérations financières, économiques. Une démarche également qui se veut plus profonde entre rationalité et émotion pour réduire notamment son empreinte écologique. On parle beaucoup d'environnement, renouer avec des notions d'authenticité, de donner du sens à ce qu'on achète. À ce qu'on achète, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on consomme autrement. C'est devenu, on le voit, il y a beaucoup de grandes marques dont les enseignes ferment, des marques historiques qui existent depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on consomme autrement et ça vient aussi des jeunes générations grâce aussi aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, effectivement, parce que la mode de la seconde main a pris une telle ampleur que justement les jeunes, surtout les jeunes, ils se sont mis, les anciennes générations encore moins. Parce que moi, avant, on avait honte, hein. Avant, on avait honte. mais je me rappelle que j'ai toujours aimé la seconde main. J'avais ce problème avec ma mère. Ma mère, elle détestait. Ouais. La seule chose que j'ai fait acheter un jour à ma mère en seconde main, c'était les rideaux. Ouais. Parce que j'ai dit, à ce moment, tu n'as pas de budget. Parce qu'elle voulait habiller toute la maison. Ouais. Et elle calculait, elle se rendait compte justement que elle n'avait pas d'argent. J'ai dit, ok, d'accord. Elle voulait du neuf. Voilà, elle voulait du neuf. Il n'y avait pas. Ouais. Et à l'époque, j'avais un ami qui faisait des rideaux de seconde main. Des rideaux de seconde main. Et donc, je lui ai dit, ok, d'accord, tu es obligé d'y aller, forcément. Voilà, donc il faut que tu y ailles. C'est ça. Et à chaque fois que je ramenais un vêtement de seconde main à la maison, elle me dit, mais moi, je t'achetais les vêtements neufs et toi, tu vas acheter la seconde main. Et donc, je pense que j'ai toujours eu cette envie-là, justement, de jouer, d'être minimaliste. Et la seconde main n'est pas venue à moi, c'est quelque chose qui était déjà en moi. Et j'ai juste développé ça sur la mode africaine. Parce qu'il faut savoir que la seconde main en France, c'est 8 milliards. Déjà, ça monte à 8 milliards. Et dans le monde, c'est environ 17 milliards. Parce qu'en Afrique, notamment, comment on appelle ça, la friperie. Ouais, la friperie. Voilà. Et donc, donc c'est ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, la mode africaine faisait partie de ces milliards-là. Il y a quand même beaucoup de milliards à prendre. Et donc, et la mode africaine ne fait pas partie de ces milliards. Et aujourd'hui, également, on a une montée en puissance également des créateurs africains. Ouais. Vous avez vu sur le Met Gala où on a vu des salons, voilà, des foires. Il y a beaucoup de mode africaine. Et la mode africaine ne se limite pas, comme on pense, aux vêtements. Ouais. Il y a tout derrière, il y a des accessoires, il y a la déco, il y a les bijoux, il y a tout en fait. Il y a même le style en fait qui fait partie en fait de la mode africaine. Mais également la façon d'être, la façon de penser. Ouais. Comment on pense la mode? Est-ce qu'on pense que la mode africaine sera durable? Est-ce qu'elle est responsable? Donc il y a tous ces enjeux-là, les enjeux écologiques qu'on met tout en fait de cette mode-là. Et c'est pour ça que je me suis lancé parce que je me suis dit, s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. On doit le faire maintenant, on doit valoriser cette mode-là maintenant. Et c'est pour ça, en fait, qu'Afrique est née, quoi. Et c'est vrai qu'il y a aussi, je sais que aussi à travers d'autres événements que tu organises, dont le Festival des littératures africaines, puisque tu es une passionnée du livre, on va en parler tout à l'heure. C'est important pour toi également de raconter des histoires à travers ce que tu fais, de donner un sens, de donner de l'authenticité. Et justement, à travers chaque tissu, chaque bijou, chaque objet, tu dis, il y a une histoire qui se tisse. Tout à fait. Alors, on se retrouve avec la vendeuse qui vient vers l'acheteur et qui lui raconte l'histoire de l'objet. Ben, je l'ai acheté à tel endroit. Tout à fait. Je l'ai porté lors d'un événement, lors d'un mariage, mais en fait, ceci,
ou il me va plus trop parce que j'ai Voilà, pris 15 kilos. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est ça. En fait, c'est cette histoire-là qu'on veut créer également entre le vendeur et l'acheteur. Moi, je suis une adepte du grand Vinted pour sa publicité. Et à chaque fois que je veux acheter un vêtement, je pose la question à la personne, pourquoi vous le vendez? Ouais. Parce que c'est important pour toi de savoir. Pour moi, c'est important de savoir. Parce que moi, en vendant, j'essaie aussi de raconter pourquoi je le vends. Ouais. Soit parce que j'ai acheté un autre vêtement qui va remplacer l'autre, parce que moi, je suis minimaliste et parce que je trouve pas l'intérêt d'avoir deux gros manteaux dans la maison, voilà, alors qu'on a déjà un qui suffit. Voilà, donc à chaque fois que je mets à disposition un vêtement, je dis je vends parce que soit il a passé son temps, soit il est passé de mode, et donc je veux avoir un plus neuf ou alors un autre. Et à chaque fois, je pose la question à la personne, pourquoi vous vendez ce vêtement? Souvent, les gens ne me répondent pas, mais beaucoup aussi me répondent, ils me disent, ah oui, c'est parce que j'ai grossi, ou c'est parce que je vais vider mon placard, ou c'est parce que ça. Et donc, du coup, c'est bien de créer, en fait, ce lien-là. Moi, je dis, je suis là pour créer du lien, mais également laisser également cet héritage-là qui va permettre aux autres de pouvoir se rappeler qu'il y avait quelque chose. Et même, ça, je trouve que ça donne de la profondeur à l'achat, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'achète plus un produit comme ça, parce qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement de choses, qu'en fait, c'est une histoire qu'on achète. Qu'on va acheter. Et c'est ça que moi j'ai besoin pour ma part. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'acheter une histoire. Effectivement, j'ai besoin d'acheter une histoire. Et quand je regarde un vêtement, je me dis, ah, ok, d'accord, je l'ai acheté, ou par exemple, d'où ça vient, ou même quand je cours un habit, parce que il reste encore la couture. À chaque fois que je vais voir un créateur, je lui dis, je veux tel vêtement, parce que, en fait, le tissu, il est comme ça, il me parle, il y a ces attraits-là, et parce que je veux qu'il soit porté d'une certaine manière. Quand je crée quelque chose, je vais jusqu'au style que je vais adapter justement à ce vêtement-là. Même le vêtement que je porte. Vas-y, raconte-nous son histoire. Je raconte son histoire. Avec la cravate en plus. Avec la cravate. Là, en fait, c'est marrant parce qu'il suffit d'enlever ton. Je sais pas ce que c'est, un kimono. Oui, c'est un kimono court. Et donc, voilà, il suffit d'enlever, on va se retrouver. Après, tu vas au bureau? À du classique. Voilà, on va se retrouver à du classique. Voilà. Et donc, en fait, il y a D'où il vient ce vêtement? Qu'est-ce que c'est? Je le raconte. Excuse-moi. En fait, il y a la mode du brocart. Donc, le tissu brocart. Ouais. Le tissu brocart, en fait, c'est un tissu anglais. C'est un tissu pour les rideaux, ça, non? Oui, c'est un tissu à la base pour ornement. De l'ornement. C'est à la base. Et donc, nous, on l'a pris, en fait, pour faire des vêtements. Il y a eu la vague des boubous en brocart. Il y a toute la vague en fait, c'est les Nigérians qui l'ont remis à l'ordre du jour. Ouais. Et puis, le Sénégal a pris aussi avec, la Côte d'Ivoire également a pris avec ça. Et moi, je regardais, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait que des boubous avec? Et moi, j'ai pris le haut du boubou. Vous voyez, c'est le haut du boubou. Ouais. Et j'ai dit à un créateur de mode avec qui je travaille, fais-moi une veste kimono avec. Et il dit, mais comment ça je fais une veste kimono? C'est un boubou. Et tu lui dis, prends le haut du boubou et tu me fais la veste avec. Et c'est comme ça parce que je lui ai dit, je veux porter avec une chemise. Je lui ai dit, je porte avec une chemise. Je veux porter avec une chemise et peut-être je mettrai une cravate. D'accord, donc tout était déjà pensé. Non, mais c'était déjà pensé. Mais pourquoi tu t'es pas lancé dans le stylisme? Mais c'est parce que je suis nulle en couture. Ah, mais ouais. C'est un truc, je suis nulle en couture. C'est la seule chose qui m'a dépassé, la couture. J'arrive pas à couper, j'arrive pas à faire des oulets, je sais un truc. Et ça, c'est comme on dit, comme un truc qui reste dans ma tête et je me dis, comme je peux pas faire, peut-être je vais créer, peut-être je vais accompagner les créateurs justement à pouvoir évoluer et peut-être créer ce concept de seconde. Rester dans la mode même si c'est pas coudre. Et du coup, quand tu as été récupérer ta veste kimono, comment ça s'est passé l'échange avec le créateur? Le créateur, il était lui-même étonné. Il me dit, mais attends, mais comment tu as pensé qu'il fallait faire une veste kimono avec... Il a vu que ça matchait. Ça matchait.
Ah, tu l'as Et à donné- chaque tu lui as fois, je donné vais une encore lui idée. envoyer une photo tout à l'heure parce que j'ai pris les photos dans le jardin. Et justement, il a vu que ça matchait. Et à la base, je l'ai fait avec un autre tissu brocart qui n'a rien à voir parce que je suis beaucoup les créateurs, surtout les créateurs nigérians, et ils ont des gros boubous, les Nigérians, ouais. avec de gros pantalons Ouais. qui mettent Comme les souvent... Sarwell, là. Voilà, comme des sarouels, mais c'est vraiment... Et j'ai fait ça justement avec un gros pantalon, et pareil, il était tout il dit, mais personne ne fait ça, en fait. Personne ne m'a demandé, personne ne m'a jamais demandé. Et on te demande souvent où est-ce que vous avez Ah ben oui, acheté. je le porte. Et tu sais que si tu décidais de te lancer dedans, tu vendrais. Hein. Peut-être. En tout cas, Peut-être, hein, mais voilà, donc je verrai si je me lance dedans. Je pourrais justement mettre à disposition mes idées de création aux créateurs, peut-être pourquoi pas faire une collection. J'ai fait une collection upcycling déjà avec un créateur nigérian qui vit à Nantes. ouais. On a fait une petite collection où vous voyez, j'ai souvent je porte un ou deux de ces vêtements. On a utilisé les vêtements que les gens nous ont donnés. Ouais. Des tissus africains, c'était soit du kente, soit du comment ils appellent ça Des pannes tissées. des pans tissés de Guinée, Ouais. et justement pour refaire Ouais, c'est vrai qu'il y a de beaux tissus. voilà en une Guinée. une collection avec. Ouais. On a fait une collection upcycling avec. Afrovid Dressing de retour à Nantes pour une nouvelle édition. C'est ce week-end 17 et 18 mai sur 2 jours avec également des thématiques parce que c'est important pour toi les discussions puisque tu es aussi une passionnée, une férue du livre. La thématique bien définir son projet de gamme cosmétique tropicale. Mais est-ce qu'il y a d'autres discussions? Oui, effectivement, il y a la thématique sur la cosmétique parce que je disais tout à l'heure, la mode comprend tout ça en fait. Et on a une jeune femme qui vient de Guadeloupe Ouais. qui a Leslie Placide. ouais, Leslie Placide, qui a créé son laboratoire justement pour pouvoir accompagner tous les porteurs de projets sur une gamme de cosmétiques avec des produits tropicaux. D'accord. Parce que souvent, quand on va dans les laboratoires, souvent certains laboratoires ne connaissent pas nos produits et ils ne savent pas justement comment le mettre les intégrer dans la formule, sûrement quelle quantité, est-ce qu'il faut, quel est en fait l'impact de ces produits-là. Et donc, elle a créé un laboratoire en Guadeloupe où elle accompagne justement des personnes qui veulent se lancer là-dedans. Et donc, elle est ingénieure en chimie, experte en formulation cosmétique et fondatrice de Placide Cosmetics pour ceux que ça intéresse. Tout à fait. Vous pouvez la trouver sur LinkedIn. Elle est très ouverte. J'ai eu un appel de Guyane, justement, pour la contacter. Quand ils ont vu l'annonce, Ouais. il y a une dame de Guyane qui a créé sa formulation parce que, justement, elle a fait un atelier Ouais. avec quelqu'un qui ne comprenait parce qu'elle voulait intégrer les produits de Guyane. Ouais. Et elle a fait une formation avec quelqu'un qui ne connaissait pas ces produits-là. D'accord. Et qui la formait. Qui la formait, mais qui ne ne connaissait pas ces produits-là. Donc, il n'y avait pas. Et donc, pour elle, c'était justement quand elle a vu l'accompagnement de Leslie, elle nous a sollicité justement. On l'a mis en contact avec Leslie pour que les choses se font. On va parler également de mode. Ouais. Vraiment, on va parler de l'avenir de la mode africaine, Ouais. son impact, comment justement on travaille justement vers la durabilité et comment la rendre responsable. Ouais. Et ça sera 2 créateurs de mode, une angevine, Bega Barina et Rafiou de Atelier Rafma. Rafiou, c'est quelqu'un qui a un parcours atypique parce qu'il a fait une école de commerce, mais il était très passionné de couture à chaque fois et de couture, de batik. Il créait lui-même ses propres vêtements et finalement il a laissé pour pouvoir se consacrer justement à cette passion-là. Il a ouvert une boutique à Nantes. Ouais. Il y a une boutique où lui-même crée tout. Il fait du upcycling parce qu'il refait également des chaises, il fait des revêtements de chaises, il fait des revêtements de maisons, des rideaux, il fait touche à tout. Et c'est quelqu'un vraiment dont j'avais besoin d'échanger vraiment avec lui pour comprendre en fait ce parcours et comprendre comment il est arrivé là et comprendre justement la démarche justement parce que lui il est dans la partie écolo depuis donc sa démarche justement sur l'upcycling. D'accord.
qui permet de mettre à l'honneur des personnes au niveau local du côté Tout à fait. De Nantes. Je suppose qu'à la rentrée, l'Afrobeat Dressing reviendra à Paris. Tu sais pas encore? Je sais pas encore. Pourquoi ça fait beaucoup de boulot? Je sais pas encore, justement, parce que ça fait beaucoup de boulot. Parce que je me suis engagée sur beaucoup de choses. Et ce que je veux, en fait, c'est de créer déjà la plateforme, que la plateforme existe. C'est ce qu'on a commencé en 2022, mais faute de moyens, on n'a pas pu justement arriver au bout de la plateforme. Mais c'est quoi la plateforme? La plateforme, c'est afrique.fr, pouvoir, comme Vinted, pouvoir justement permettre aux gens de pouvoir vendre et pouvoir justement ne plus recevoir, parce que en ce moment, je reçois beaucoup de stocks de vêtements, que ce soit des créateurs, et que ce soit des particuliers qui viennent me confier leur vêtement à vendre, tout à fait. Et du coup, la plateforme, en fait, moi, ça va me libérer parce que je suis obligée d'être en même temps vendeuse et ça va me libérer de pouvoir avoir la plateforme et on a été travailler dessus et on espère que d'ici septembre. Il y a une véritable demande en même temps et tout se passe en ligne. On a vu depuis le Covid que toutes les personnes maintenant commandent en ligne et d'ailleurs, ça a tué plein de petits commerces. De petits et de grands commerces. Oui, aussi des grands, tout à fait. Alors, le Festival des littératures africaines de Nantes, tu en es à l'origine aussi. Quelque chose qui te passionne, que tu as lancé depuis des années déjà. Tu nous racontes un petit peu cette aventure? L'aventure j'aime bien raconter. L'aventure du Festival des littératures africaines commence en 2016. Ouais. En 2016, où lors d'un événement, on nous demande, par rapport à mon association, la Truelle Sociale, qui est une association de lutte contre l'illettrisme et qui crée justement des espaces de lecture en Afrique, qui crée aussi des événements en Afrique, parce qu'on a eu récemment Bangoula au cœur du livre, où on est allé avec des auteurs afro-descendants de France, qui rencontrent les auteurs locaux. Et on a fait le tour de 7 établissements scolaires en province pour pouvoir justement parler aux élèves, parler du livre, parler de la littérature et parler également des métiers du livre. Et en 2016, on nous sollicite pouvoir organiser un petit événement littéraire, c'est-à-dire qu'il était question, en fait, justement, de mettre en avant la littérature africaine. On l'a fait et les gens ont aimé. Ouais. Et dans la même année, à la fin de l'année, on a lancé le festival, en fait, le Festival des littératures africaines. Et aujourd'hui, on est on sera à la 10e édition cette année, avec avoir déjà reçu une centaine d'auteurs. Wow. Déjà, et des auteurs justement connus et pas connus, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'auteurs africains qui ne sont pas connus, et on a reçu Abdelaziz Barakassa, bande dessinée, roman, bande dessinée, roman, tout ce qui en fait, même des œuvres autobiographiques, voilà, parce qu'il y a des gens qui écrivent que pour eux, des manuels, déjà, des donc voilà. Et l'année dernière, on a eu la chance de recevoir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, d'accord, qui est venu, Maurice Bandamant, voilà, qui est un grand écrivain également, qui nous a présenté tout sa panoplie d'ouvrages et qui était vraiment très heureux justement d'avoir ce genre d'événements consacrés à la littérature africaine, parce qu'on en a très peu. Maintenant, ça se développe depuis avec d'autres événements, surtout à Paris, mais en province, on n'en a pas. En province, je crois qu'on est les seuls justement à avoir ce type d'événement depuis 10 ans. Et cette année, on va parler justement d'une révolution littéraire avec l'IA. D'accord. En fait, on va parler justement de l'intelligence artificielle. Comment justement on appréhende, comment est-ce que on continue d'écrire justement avec l'avènement de l'IA. Est-ce que les gens ne vont pas se sentir justement dupés par le fait que les gens justement on met une idée dans une machine et elle te sort tout un livre. Alors que normalement une histoire sort des tripes. Quand on voilà, donc une histoire. Voilà. Et on l'a eu justement parce qu'on organise également des concours d'écriture. Et on a eu justement quelques textes l'année dernière qui étaient issus justement de l'IA. Bon, pour les spécialistes, ils le voient tout de suite. Bah oui, bien sûr. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Donc, du coup, ils le voient tout de suite. On a éliminé plusieurs. Mais justement, il faut qu'on commence à en parler. Se saisir aussi de ces technologies pour pouvoir
le faire, mais pas se reposer à 100%. Se reposer tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui se reposent carrément. Ils donnent une idée à ChatGPT et puis lui, il développe le truc. Livre, voilà. Écris-moi un livre sur avec tel acteur, avec tel ceci. Donc voilà. Mais après, il faut savoir quand même écrire le prompt. Si le prompt n'est pas bien écrit, c'est pour ça que ça va être vite repéré par nos spécialistes. Mais c'est vrai que c'est devenu tellement incontournable qu'on doit faire avec. Mais comment, en fait, c'est ça la question. Ben c'est ça, j'ai justement ça, c'est-à-dire qu'on va faire venir justement des auteurs qui ont écrit là-dessus ou ont déjà écrit sur l'écriture justement artificielle. On a contacté plusieurs auteurs, on n'a pas encore des retours, mais on a eu justement le retour en fait d'un des auteurs justement qui a écrit déjà sur ce type de sujet. Bon, je veux pas donner de nom parce que on sait pas, on n'a pas encore conclu. Okay. Voilà, donc mais c'est quand voilà. en fait c'est du 10 au 12 octobre à Nantes. D'accord. Voilà. Du 10 donc, au 10 au 12 octobre. À Nantes, 10 et 12 octobre prochain sera après la rentrée. Il y a aussi l'afro-verso, là, c'est plus de l'ambiance, c'est une guinguette, c'est ça? Oui, on part justement sur une guinguette parce que on s'est rendu compte que lorsqu'on organise nos événements, j'en discutais justement avec Mireille tout à l'heure, on fait venir les gens, mais on ne va pas vers les autres, en fait. En fait, il faut apporter l'Afrique aux autres. Les gens viennent vers nous, mais ils viennent avec un peu de réticence. Mais si on met ça dans leur environnement, ils seront plus... Par exemple, dans les EHPAD, dans les guinguettes qui existent déjà, voilà. Moi, j'ai un ami qui fait déjà de la musique dans les EHPAD, par exemple, et qui fait de la musique un peu... Bon, il fait un mix, mais il présente quand même la musique africaine dans les EHPAD. Et nous, on a décidé, en fait, de pouvoir la ramener, justement, dans les guinguettes qui existent déjà. D'accord. Les guinguettes dites des guinguettes de blanc, comme on dit. Et c'est justement, on permet justement à ces personnes qui sont déjà habituées là de pouvoir s'imprégner en une journée, de casser un peu les frontières, voilà, de casser un peu justement, voilà, de s'imprégner en une journée des cultures africaines. Donc l'Afro-verso, c'est le 5 juillet dans une grande guinguette sur 5000 mètres carrés qui s'appelle les Nantais. C'est les Nantais qui l'organisent. Mais également on aura quelque chose de très moderne. C'est-à-dire qu'on aura un orchestre qui va jouer, on aura également un DJ qui va mettre de la musique actuelle, et on aura également un conteur très très actuel qui ne porte pas le boubou et qui ne vous raconte un griot des temps modernes. Un griot des temps modernes. Il s'appelle Papa Kouza, il vit en Belgique et il vous raconte des histoires il vous amène dans l'Afrique sans que vous y attendez, en fait. Voilà, c'est un grillon de... C'est un magicien, ça. Voilà. Donc c'est ça. On aura ça. On aura des danses, on aura beaucoup de jeux également. On aura un karaoké également. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qui permettent justement de s'imprégner en une journée de l'Afrique. On a beaucoup d'idées déjà pour l'année prochaine parce qu'on en parle, parce que on a besoin que l'Afrique soit connue, comme je dis, je veux qu'on présente une Afrique belle, une Afrique innovatrice, une Afrique qui est intelligente, une Afrique qui n'est pas envie. Voilà, une Afrique qui n'est pas forcément folklorique, même si le folklore on aime, hein, mais il faut qu'on présente une Afrique qui est très moderne, en fait, voilà. Qui a déjà progressé depuis le temps du colonialisme. On a beaucoup avancé. Et il y a aussi la Journée africaine solidaire. Tu nous en parles rapidement puisque le temps est tellement passé. Voilà. Donc, la Journée africaine solidaire est portée par l'Association Naturelle Sociale depuis 3 ans déjà. On a aussi, justement, c'est une guinguette qui nous a sollicité, pour qu'on puisse présenter, justement, les actions de l'association, mais pouvoir récolter également des fonds pour pouvoir mener à bien nos actions. Et ça, c'est le 12 juillet à Nantes toujours. Comment tu fais, en fait? Tu fais de la navette entre Paris. Là, t'es pas venu juste pour l'émission, t'as des choses à faire. Je suis venu que pour l'émission. Oui, je suis venu que pour l'émission. Ah, mais quel honneur! Oui, mais pas parce qu'en fait, on doit pouvoir parler, je dois pouvoir exprimer ce que je fais, je dois pouvoir dire ce qui se passe aussi en province, parce qu'on a beaucoup de Parisiens également qui nous prennent
Une bouffe. Vous nous bouffez les Parisiens. Vous nous bouffez les Parisiens. Et donc, du coup, on n'a pas la possibilité justement de s'exprimer. Non, à ce moment, moi, je viens en fait pour vous dire qu'en Provence, il se passe beaucoup de choses. L'année dernière, pour te dire, l'année dernière, on a eu un groupe de 10 filles qui sont venues pour le festival. Elles venaient de Paris. D'accord. Donc, ça donne la possibilité d'aller visiter une autre région, de tout partir à en fait. week-end, de se retrouver. Et en plus, non, c'est pas aussi loin que ça. Combien de C'est 2 temps le train? Hier, je sais, tu m'as envoyé un message. J'ai pris mon billet de train. Alors, c'est 2 heures. 2 heures de train? C'est 2 heures de train. C'est comme si on habite en banlieue. Ben oui, lointaine c'est ce que disait tout à l'heure Koumbaye. À Koumbaye, il y a des gens qui vivent en banlieue et qui mettent 2 heures pour arriver. Moi, je me rappelle quand je travaillais à Paris, je faisais Montreuil, Versailles. Ça me prenait 2 heures de transport tous les matins. Moi, mon aller-retour, ça fait j'ai 3 heures de transport tous les jours pour venir. Donc, tu aurais pu habiter à Nantes. Ah, j'ai envie d'aller. Il faut Nantes en plus. Ouais, c'est sympa. Et il y a de bonnes choses délicieuses. Voilà. Il y a des biscuits, nantais. voilà. Il y a des petits berlingots, voilà. Donc, c'est très bien. Et puis, c'est calme. Hein. Donc, tu prends ton train tous les matins, tu fais travailler et le soir, tu rentres. Et comme il commence à faire beau, en plus, l'occasion d'aller. Voilà, une occasion de venir visiter Nantes, de venir visiter le château, de venir visiter toute la Loire et de venir faire un petit balade sur la Loire. Voilà, donc je vous y invite, n'hésitez pas à venir. Afrip organise son Afro-Vide Dressing. De retour, premier vide dressing spécialisé dans la mode et les produits africains. Des animations, des discussions sur nos thématiques, celles qui nous rassemblent et qui parlent de nos causes communes. Ça se passe à l'île de Nantes. Tu nous dis où précisément, Ido? Ça se passe au Macma Food Hall. C'est celui de Nantes. Magma Food Hall. Le Macma. Comme le Macma. Ouais. Magma Food Hall. Le Macma. Ouais. C'est où à Nantes? C'est celui de Nantes. Pour ceux qui connaissent Nantes, c'est celui de Nantes. C'est au 15 rue de la Noubra de Fer. C'est le quartier de la création. Ça s'appelle le quartier de la création. C'est en face de l'école des Beaux-Arts. Ok. Voilà. Quand on connaît Nantes, on peut pas se tromper. Et derrière l'école d'architecture. C'est pour ça qu'on appelle le quartier de la création. Alors, on te trouve partout sur les réseaux. Afrip est partout sur les réseaux. Tout à fait. Sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Je suis également sur LinkedIn pour ceux qui veulent me suivre. On est également sur le brunch littéraire, Festival de littérature africaine, Instagram, Facebook et sur LinkedIn également. Donc, vous pouvez nous suivre partout. Vous voulez. J'ai une petite annonce aussi. Je fais une soirée célibataire à Nantes le 6 juin. Ils sont beaux les Nantais? Ah, ils sont beaux. Attends, il y a Marie, je veux pas. Hein. Non, je dis pas ça pour moi, je dis ça d'accord, pour les téléspectateurs. Oui. Donc, le 6 juin, encore sur l'île de Nantes, je fais une soirée célibataire. Voilà. Et toutes les infos sur les réseaux, ID, Roro, De Maga, mais également sur ID Events, qui est l'agence de communication qui s'occupe de tous nos événements. Il reste 2 petites minutes, je vais te laisser conclure. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Une pensée, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important justement de créer du lien. De pouvoir créer du lien, de pouvoir également proposer notre Afrique très belle. Il faut nous on la voit très belle pour pouvoir la proposer aux autres, pour pouvoir la présenter aux autres. Et n'hésitez pas justement à vous dire que vous avez quelque chose en main. Vous avez une Afrique qui peut justement présenter, qui est présentable et créer aussi de l'impact derrière vous lorsque vous faites quelque chose. Laissez votre empreinte. C'est ce que tu as fait en tout cas dans cette émission et on t'en remercie vivement. Merci Aïssa. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup. Demain, nous recevrons d'autres invités, dont la Miss Côte d'Ivoire France. Elle a été élue fraîchement il y a une dizaine de jours, je crois que c'était le 4 mai. Ça s'est passé au théâtre du gymnase Marie-Paul Bell à Paris, un superbe événement où Mewé a performé d'une manière assez incroyable. Tout le monde avait son foulard blanc, ça s'est super bien passé. Elle viendra, la Miss élue, puisqu'elle participe automatiquement au concours Miss Côte d'Ivoire France du côté de la Côte d'Ivoire. Ça fait partie de l'accord avec le comité Miss Côte d'Ivoire France. Nous parlerons aussi de ses actions et nous recevrons l'organisatrice Florassi qui a vraiment organisé un événement
sur mesure, magnifique. Allez sur les réseaux, vous allez voir les vidéos. Vous allez être subjugués de cette belle Afrique qu'elle a mis en valeur. Justement, nous recevrons d'autres invités. Ce sera à découvrir demain. Et la semaine prochaine, surprise, on recevra la Chacha, la Charlotte Dipanda, qui viendra nous parler de son actualité à travers la sortie d'un nouvel album. C'est une nouvelle vie aussi pour Charlotte Dipanda. On lui posera toutes les questions que vous imaginez. Et puis, on parlera de son actualité et plein d'autres surprises à venir. Et Azaya aussi, l'artiste guinéen, qui prépare son Accord Arena et qui viendra très prochainement dans les matins d'Aïssa, le rendez-vous incontournable. Je vous embrasse et j'embrasse toutes les équipes d'Adafo Média. Merci beaucoup et je remercie surtout et aussi Maxime et François pour la partie technique. À demain. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam.